Bonsoir et bienvenue dans Doctorhood, le podcast qui vous parlera de Jack et probablement uniquement de Jack. Salut tout le Ce monde. meilleur résumé de cette saison. Comment allez-vous? Ça va bien. Hello. Je Salut. suis content. On va parler d'une super saison de Torchwood. Mais carrément. Alors, Ouais. spoiler, je préfère la 3 quand même, mais celle-là est quand même vraiment très très sympa. Alors attendez, je saute aux conclusions, je saute partout. Bonjour, comment allez-vous? Qui est présent dans ce Tardis virtuel que je ne saurais... Moi, je définir? suis là. Moi aussi, présent. Coucou, moi. Ah, putain, je me disais Ah, bien je suis que là aussi, ouais. Ça faisait longtemps. Bon bah bonjour, bonsoir, Pomme, Coucou. Zu, Nimp. Salut. Il nous Mais- manque Audrey. Mais où est Audrey? Audrey a eu un empêchement malheureusement pour ce soir et Attends. mais comme on voyait pas les fesses de Jack, elle a pas voulu rester. On voit pas les fesses de Jack. Si, on voit les fesses de Jack. On voit carrément les fesses de Jack. Écoutez, je lui cherchais une excuse, c'était pas la bonne. Non, mais on aurait pu, Mais quand je aurait pense- pu faire croire qu'elle avait rage quit parce qu'elle en a ras le cul de cette série, par exemple. Peut-être. En tout cas, elle va essayer de nous faire un petit avis que vous retrouverez à un moment dans l'épisode. On vous dira peut-être pas quand. Ce sera la surprise. Non, mais en Parce vrai, que sinon, c'est pas drôle. oui, en vrai, je suis méchante. Juste, elle a pas pu être là, mais on lui fait des bisous parce qu'on aime bien quand elle est là, quand même. Des Oui, des gros bisous, Audrey. Alors, ben justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Zu. Et ben aujourd'hui, De on va Torchwood. parler de Torchwood, effectivement. Saison 4, bon. le jour du Ouh, ouh, miracle. The Miracle Day. Hey! C'est une traduction intéressante. C'est une même bonne traduction. Et attends, Ben oui. on est bon là. C'est sorti quand? C'est sorti en été 2011 sur la BBC et sur Stars avec un Z à la fin, car c'est une coproduction entre le Royaume-Uni et les Amériques. Donc c'est pour ça Ouais. que les épisodes ont été diffusés d'abord sur Stars, donc aux USA et au Canada avant la BBC. Ça se sent que même après la saison 3 qui avait déjà eu un bon boost budgétaire pour les quelques épisodes, que là ils ont mis les moyens Oui. plus qu'avant aussi. Oui. De toute façon, le fait qu'il y ait le scénar moitié aux États-Unis, moitié en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Ouais. Moitié. Bon, on verra plus Oui, tard. enfin, pas 50-50, mais bon. Tu sens qu'il Fini y a... l'affiche. Je finis l'affiche, ok. Les scénaristes, c'est essentiellement Russell T. Davies et Jane Espenson, qui a aussi travaillé sur plein d'autres séries, comme notamment c'est la co-créatrice de Warehouse 13, l'entrepôt numéro 13, Ah, qui est une de Je mes connais séries. C'était Voilà. marrant. C'était C'est une cool. de mes séries favorites, moi. c'est vrai? Je Oui. connais pas du tout. Non plus, absolument pas. Ça parle de quoi? Elle a énormément travaillé aussi sur Eureka, qui est une autre de mes séries favorites. Qui ont un Et crossover il y d'ailleurs. a des crossovers entre les deux. Eureka, c'est l'histoire d'une ville créée par le gouvernement américain pour héberger ses Tous les scientifiques savants fous. et donc pouvoir faire des recherches en paix. Et c'est l'histoire du shérif qui ne connaît absolument rien à la science, qui arrive dans cette ville et doit faire régner l'ordre. Résoudre de tous les problèmes de tous ces scientifiques qui n'ont vraiment décidément pas les pieds sur terre. Exactement. Et l'entrepôt numéro 13, Warehouse 13, c'est l'histoire d'un entrepôt qui est chargé de récupérer des artefacts qui se sont créés avec le temps. Par exemple, si on prend, je sais pas, le poignard de Brutus qui a trahi César, et bien ce poignard, de par son histoire, maintenant quand tu le prends dans ta main, et bien tu as l'irrépressible envie de trahir tes plus proches personnes. Eh bien, l'entrepôt 13 est chargé de le retrouver et de le labelliser et de le ranger. Ouais, c'est une succursale de Torchwood, quoi. C'est un peu, ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le dernier épisode, le premier film de Indiana Jones? Je pense que franchement, ça y ressemble. L'entrepôt, la première fois que tu le vois, ça ressemble un peu Ok. à ce fameux passage où ils vont enfermer l'arche dans un endroit secret. C'est ça, ou le début du 4. Le quoi? Ou le début. Combien? Attends. Hein? Le début du... Enchaîne. Voilà, continue. et en ce moment, Jane Espenson travaille sur The Nevers. Voilà, que j'ai pas vu. Que je mais- connais pas non plus. C'est une série de Joss Whedon, donc elle est scénariste dessus, où c'est des... ça se passe, alors c'est à C'est à Londres. Nevers non, Ah, à ça y est, je me Londres. souviien d'avoir fait cette blague. Oui, tu te souviens. Mais je sais pas de quoi ça parle, mais je me souviens d'avoir fait cette blague auprès de toi, d'ailleurs. Ça parle d'un certain nombre de femmes qui ont été touchées suite à une espèce de pluie d'étoiles, on va dire, pour parler poétiquement, et ça leur a donné chacune un pouvoir différent. Et c'est cool, c'est
plutôt bon enfant le début, ça s'assombrit au fur et à mesure, comme dans toute bonne série de Joss Whedon. Et oui. Et les femmes distribuent des taquets comme jamais. Ah, comme dans toute bonne Comme série dans de toute Joss bonne série Whedon. de Joss Whedon. Voilà aussi, c'est la marque de fabrique. Donc ça c'était pour les scénaristes. Pour les réals, eh bien il y en a 4 qui se partagent ces 10 épisodes. On a Bharat Nalluri, Bill Gearman, Guy Ferland et Gwyneth Horder Payton. Au niveau du casting, on retrouve John Barrowman dans le rôle du capitaine Jacques Harkness, Eve Miles dans le rôle de Gwen Cooper, Kay Owen dans le rôle de Rhys Williams, Rhys. Même en anglais, c'est Rhys. Ah bah oui, c'est Rhys. Parce que je sais bien qu'il est tout blanc, mais c'est pas un Rice Krispies non plus. Pardon. Oui, mais il y a un Y, alors ça fait Rhys. Non, c'est Donc Rhys. Rhys. Ah bah oui, Rhys. Voilà. On a Mickey Pfeiffer dans le rôle de ce bon chien Rex Matheson, qui a joué dans Urgence aussi. Il jouait le Dr Pratt et qui a joué dans Lie to Me, qui est une série Moi, que j'aime pas trop. J'ai cherché un moment dans quoi je l'avais déjà vu. Et en fait, dans Urgence, le Dr Pratt, c'est une copie de Rex Matheson. C'est le même c'est ce type que de j'allais dire, c'est personnage. qu'il a un peu le même genre de rôle, un peu. Je sais pas dans Lie to Me parce que j'ai pas du tout regardé, mais Rex me souviens Matheson plus et dans le Lie to Me. Dr Pratt, c'est le même genre de trou de balle qui en sait plus que tout le monde surtout. Ouais, complètement. Pas méchant, mais relou quoi. Et donc on a aussi Alexa Havins dans le rôle de Esther Drummond et Bill Pullman dans le rôle de Oswald Daines. T'as pas dit qui c'est qui jouait Vera. Non, pas Vera. J'ai déjà oublié son nom. L'attaché de presse. Non, j'ai Ah pas oui. dit. Alors. Mince. Ça y est, Putain, j'ai déjà oublié son nom. Kissinger. Et son prénom j'ai oublié, qui est joué par l'actrice qui joue dans Six Feet Under, qui joue Claire. Lauren Ambrose. Voilà, qui joue Claire dans Six Feet Under et qui est fabuleuse. Alors je l'ai pas vue dans 25 000 trucs, mais elle est géniale à chaque fois. Quoi qu'elle fasse, elle le réussit. Donc rien que pour cette actrice, rien que pour ce personnage, faut voir cette série. Voilà, donc Lauren Ambrose et donc on cherche Arlene Tur dans le rôle de Vera, du docteur Vera. Donc là on a fait là on a quand même fait le tour des personnages principaux. Là c'est bon. Et donc est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on a aimé ou je fais le résumé d'abord? Oh non, on donne notre avis d'abord. On va donner notre avis. Oui, donnons notre avis. Donc qui veut commencer? Nimp. Pomme. Ouais, je vais okay. représenter quand même Audrey parce que je pense que bref. Ouais, bof. Il y a des moments cool. J'aime bien le générique. Alors, c'est pas beaucoup. Je suis désolée. Pardon, mais je n'accepte pas ton avis, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que tu l'as pas vu la série. Non, il y a eu un level up. Il y a des questionnements intéressants, mais ouais, je m'attendais à mieux, quoi. Et puis ça finit en mode, il y aurait peut-être une saison 5 qu'il n'y a jamais eu. Enfin, c'est un peu bizarre. Là, ça, c'est pas les premiers et c'est pas les derniers. Hein. Ouais, ça, c'est toujours la surprise d'une saison à l'autre. Zut. J'aime beaucoup cette saison. J'aime beaucoup cette saison parce que déjà, elle est feuilletonnante, contrairement aux 2 premières, et de la même manière que la 3. Donc t'as envie de savoir la suite, etc. J'aime beaucoup le fait que Jack soit dans des positions plus compliquées que d'habitude. On vous expliquera pourquoi dans le résumé. Et puis le concept de la mort n'existe pas et tous les problèmes logistiques que ça entraîne, c'est mon côté logisticien. Ouais, je comprends. Je laisse parler Pomme et puis après je donnerai mon avis. Je sais pas trop quoi dire sur cette saison parce que je crois que la 3 m'a tellement bouleversée que la 4 est forcément fade. Surtout en les enchaînant. Parce qu'il y a ça, c'est qu'on les a enchaînés du coup. Contrairement à la première fois où je les ai vus où il y a eu le temps de production et de diffusion entre les deux.
Là, la comparaison est trop terrible pour la saison 4. Je regrette... Alors, c'est toujours difficile de dire ça, mais ça se voit qu'il y a plus de thunes. Ça se voit que cette thune vient des États-Unis. Donc, il y a un côté américain dans cette saison qui pour moi, fait perdre un peu d'intérêt. J'aurais du mal à trouver les bons mots pour expliquer mon ressenti vis-à-vis de ça, mais... le fait que ce soit moins centré sur l'Angleterre, ça se ressent un peu, mais en même temps, ils en jouent pas mal, notamment avec Gwen, qui est la galloise vraiment qui passe pour un gros stéréotype à chaque fois qu'elle est aux États-Unis. Ouais, mais je sais pas. Donc ils en jouent un petit peu. Je sais pas comment trop le dire. C'est un truc qu'on retrouvera aussi plus tard dans Doctor Who, où ça se sent quand les Américains arrivent avec de la thune. Hein. Je trouve qu'il y a un changement dans le style, dans la réalisation et tout ça. Et pour moi, ça perd un peu. Ça fait perdre un peu. Le scénario est un peu brouillon quand même. Je pense que ça méritait pas 10 épisodes. J'ai l'impression que ça a été écrit, que chaque partie a été écrit par plusieurs personnes et puis après ils ont tout mis ensemble. Tout à fait d'accord. Peut-être, ouais. Et je pense même, pour aller dans ton sens en allant totalement à l'opposé de ton sens. Très bien. Je pense que soit c'est trop court, soit c'est trop long. Non, mais je suis d'accord. Soit il fallait faire plus, soit il fallait développer plus. Les personnages et tout ça, soit fallait faire plus court. Malgré tout, j'ai bien aimé la regarder. Je l'ai fini tout à l'heure en pleurant. En fait, c'est pour ça que je sais pas trop en parler de cette saison. Je vois plein de défauts. Et en même temps, elle soulève des points éthiques vachement importants. Et un peu durs si je pense on se penche dessus vraiment. Les acteurs sont bons, les personnages sont attachants. Je trouve qu'ils sont très bons chacun dans leur... ils sont un peu caricaturaux, mais très bons dans leur caricature. Ouais. Donc, j'ai vraiment du mal à... Si on était dans le Roi Steven, je dirais que c'est Rivella. Mais du coup, les auditeurs de Dr. Watt comprendront pas la référence. Mais ils iront écouter l'épisode du Roi Steven sur Rivella. Non, le Rivella, c'est une boisson suisse que... C'est une boisson suisse, c'est un truc chelou. Hein. Ah merde. Apparemment, c'est pas bon, mais c'est bon. C'est le truc que tu as pris... J'ai pas goûté, mais comme Urde nous l'a décrit, c'est le truc, tu le bois et tu sais pas si tu aimes ou pas. Mais t'en rebois. Alors, au Royaume-Uni, il y a un truc comme ça s'appelle Dandelion and Burdock. C'est une sorte de soda aux herbes et c'est pareil, tu le bois, tu sais... T'arrives pas à savoir si t'aimes ou pas. Mais est-ce que tu en rebois ? Ah, moi, oui. Ben voilà, mais c'est ça. Donc c'est Rivella, c'est ça. C'est et donc c'est devenu une expression dans le Roi Steven de dire c'est Rivella. Ok. Donc il y a du très bon, il y a du bof. Voilà. Ça aurait pu être mieux. Merci. Et moi donc ? Et oui, et toi donc ? Oui, toi donc. T'as donné un petit peu avant Pomme, t'as dit, mais complète. Alors, moi je trouve que c'est une bonne saison que j'ai beaucoup aimé. Comme dans la saison 3, je trouve que les problèmes éthiques qui sont soulevés et la façon dont ils sont traités sont vraiment très intéressantes et je pense quand même malgré tout plutôt réaliste de ce qu'on pourrait faire si ce cas-là arrivait vraiment. Et je suis d'accord avec vous que ça m'a paru un peu long au final. Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi ça, c'est la comparaison avec la saison 3 qui se tient bien en très peu d'épisodes. Ils auraient, je pense, mérité d'essayer de faire moins d'épisodes sur celle-là pour raccourcir et essayer d'aller de temps en temps un peu plus à l'essentiel. Là où dans la 3, il y avait beaucoup de monde qui trouvait que c'était même déjà trop long parce que c'était qu'une seule histoire qui était étirée, où on posait des personnages. Là, il y a moins cet intérêt, on en est plutôt sur de la recherche d'informations, pas toujours très très intéressante. Et puis j'ai l'impression que tu as un côté un peu carte postale, où ce que je disais Pomme, comme il y a eu des fonds américains, ils étaient obligés de nous montrer des lieux américains, donc il fallait trouver des raisons d'emmener les personnages à Miami, de les emmener à Washington, de faire des trucs à New York. Moi, c'est pas ça, tu vois, qui m'a le plus... Moi, en fait, la partie qui m'a le plus fait chier, c'est toute la partie où on commence à comprendre ce qui se passe et où on revient dans le passé de Jack et tout. Oh là là, c'était... En fait, je trouvais que première partie, t'es presque dans une série policière américaine, avec un aspect un peu fantastique peut-être, mais une série policière américaine. Tout d'un coup, tu reviens dans Torchwood,
Et puis tu repars dans un truc mi-anglais, mi-américain, une conclusion, ouais, plutôt à l'américaine. Juste pour la blague, pour les lieux, j'ai trouvé qu'à la fin, le côté quand ils nous ont transporté à Shanghai, c'était un peu de l'arnaque. Ah bah putain, j'avais oublié que c'était à Shanghai la fin, tu vois, alors que je l'ai vu il y a 1 heure. Hein. Parce que c'était un claquement de doigts, ils changeaient de décor et ils étaient à Shanghai en ayant très peu d'exposition du lieu en lui-même, à part un vague décor, un peu générique. Oui, ça donne l'impression qu'ils sont allés au resto chinois du coin pour aller récupérer un peu de déco, qu'ils ont mis ça dans un... Oui, pardon, c'était une blague, c'est comme ils étaient sous le sol. Oui, non, mais ensuite, pareil pour l'autre côté, comment ça s'appelle ? C'est vrai pour Shanghai, c'est vrai pour Buenos Aires, voilà, merci. Ah mais Buenos Aires, c'est encore moins mis en avant, c'est encore plus un entrepôt lambda. Il parle pas espagnol. Mis à part que le gars il parle espagnol. Ils ont foutu en fait, ils ont fait une classique des films et des séries américaines, c'est-à-dire pour Shanghai, ils ont mis un vague filtre vert sur les images, et pour Buenos Aires, ils ont foutu un vague filtre jaune. Et sinon, c'est des villes lambda. Ouais, mais c'est même pas des villes, c'est des entrepôts lambda. Ils ont mis le même entrepôt des deux côtés, ils ont changé le filtre, ils ont rajouté 1 ou 2 décos à un moment. Bref. Ok. Est-ce que je vous raconte l'histoire ? S'il te plaît. C'est ton tour de nous faire un résumé rapide de cette saison. Ah bah promis, je vais faire rapide. Donc cette saison, en une phrase, c'est un beau jour sur Terre, la mort a disparu. C'est le miracle. Un rêve se transforme en cauchemar. Hop, c'est une deuxième phrase ça. Ah oui, mince. Bon bah voilà. Eh bien, salut, dans 2 semaines. Merci. Le Dr Watt est un podcast du label Podcut. Vas-y. Alors, donc c'est un rêve qui se transforme en cauchemar quand la population se met à croître exponentiellement, des personnes par centaines de milliers en souffrance dans une agonie éternelle, et tout ça, c'est encore la faute de Jack. Oui. Voilà, là je vais vraiment résumer toute la saison en 3 phrases. Plus en détail, plusieurs histoires vont se suivre en parallèle le long de cette saison. D'un côté, on a Oswald Daines, un pédophile condamné à mort qui a reçu son injection juste après le miracle face aux caméras. S'ensuit une lutte légale, car il a purgé sa sentence, recevoir une dose létale de produits chimiques. Il en est mort et il est revenu. C'est pas sa faute. Alors, dans toute cette partie, c'est fait de telle manière qu'on se demande même si c'est pas son exécution qui a déclenché clairement, le jour du miracle. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il prend autant d'importance, si ça, vraiment, ouais, c'est monté de telle manière qu'on dirait que tout a commencé avec sa mort à lui, avec ce qui aurait dû être sa mort. Et Bill Pullman, dans toutes les séquences où il apparaît, il me mettait en gênance maximale. Il faisait vraiment super bien bon. Ah putain. C'est sa petite. Je l'ai vu dans pas mal de films. T'as l'habitude de le voir parler avec une certaine prestance. Là, il était limite un peu rabougri des fois, avec une petite manière de parler un peu rapide, mais vraiment détestable de bout en bout. C'était génial. Mais alors à chaque fois, j'étais mal à l'aise. Dans quoi d'autre on l'a vu lui ? Independence Day. Je l'ai pas vu. Oui, exact. Ah oui, voilà, c'est vrai. Question, vous avez regardé la série, cette saison en tout cas en VO ou en VF ? Moi en VO, sauf les 2 derniers épisodes, parce que j'ai mal géré mon timing et qu'il fallait que je les voie tout à l'heure en même temps que je faisais autre chose, donc je pouvais pas les voir en VO, sinon j'aurais pas pu suivre. Mais sinon, donc VO et les 2 derniers épisodes en VF. Mais ça m'a pas gêné, bizarrement. Et juste pour pas qu'on s'en souvienne que comme ayant joué dans Independence Day, il a quand même joué chez David Lynch dans Lost Highway. Il a fait d'autres participations avec chez des réalisateurs. Je pense pas l'avoir déjà vu ailleurs. Peut-être c'est que des films que j'ai pas vus. Ah, il a fait une voix dans Titan AE. Non, voilà. Tout à fait. C'est un film d'animation totalement sous-coté que je recommande. Okay. Non, je voulais juste dire, du coup, moi, la voix m'a pas choqué parce que j'ai la série que en VF et donc du coup j'ai retrouvé le. Ah oui. C'est le même doubleur. Que de quoi, dans Independence Day, il joue le président des États-Unis. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, pour le coup, ici, ils ont pris le même doubleur qui fait pas trop d'efforts pour jouer le mec mesquin détestable. Effectivement, ça ne doit pas rendre pareil en VF. Ou en tout cas, avec la mimique de l'acteur, j'ai pas vérifié, si c'est la même voix. Mais en tout cas, avec la mimique de l'acteur, je retrouvais un peu ce délire prédicateur, tu vois,
harasser Oui, les sur la fin de foules, saison, ouais, plutôt. Ouais, sur la fin de saison, c'est ça, mais c'est vrai que le début, c'est plutôt. Non, ah oui, ouais, milieu de saison, alors, milieu de saison. Ouais, sur le milieu de saison, c'est Plus ça. milieu, oui. Mais au début, c'est plutôt langue de serpent, quoi. Après, c'est un mec, outre le fait d'être un putain de sociopathe pédophile, qui a passé beaucoup d'années seul dans le couloir de la mort. Outre le Donc, fait. non, mais tu peux être un sociopathe pédophile, fait pas forcément de toi quelqu'un de rabougri qui parle comme un méchant. C'est pas forcément écrit sur ton front. Là, c'est aussi quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans le couloir de la mort et seul. Et donc, du coup, je trouve que il le joue bien, ce côté décalage. Oui, il sait plus trop comment sociabiliser avec les gens, quoi. C'est ça. Et donc, et notamment dans une scène où il arrive sur un plateau télé et il y a de la bouffe pour tout le monde et lui, il prend un énorme sac et il prend tout pour lui. Oui. Parce qu'il fait des réserves. Ouais, c'est ça, parce qu'il sait pas, il a pas de revenus, il a pas d'argent à ce moment-là. Et en plus, on apprendra qu'il est pas payé, et c'est pour ça qu'il aurait besoin d'une célèbre agente. Et donc, ce personnage prêche la bonne parole sur les antennes de télévision, et cette espèce de groupe psychopathe commence à s'attirer de la sympathie d'une partie de la population, sympathie que la famille entend bien exploiter pour aider l'exécution de leur plan. Voilà. Au moment du miracle, un mot apparaît un peu partout à la CIA, et ce mot c'est Torchwood. Mais un virus efface toutes les informations relatives à Torchwood des réseaux. Rex Matheson, cette espèce de foiré, assisté par Esther Drummond, mène l'enquête. Mais Rex est victime d'un grave accident de voiture et se fait transpercer de part en part. Mais c'est après le miracle. Exactement. Donc il ne meurt pas et il va juste être casse-couille pendant toute la saison. Mais... J'ai tellement pensé à Destination Finale à ce moment-là. À ce petit transperçage de tube en ferraille, là, ouais, complètement. Donc, grâce au miracle, et à l'aide du docteur Vera, j'ai failli l'appeler Vera Cruz, Vera Juarez, Rex traque les membres de Torchwood encore existants, c'est-à-dire Gwen, planqués au fin fond du pays de Galles. Mais apparemment, il n'était pas seul sur le coup et une course-poursuite commence. À ce moment-là, Jack revient parce que... pourquoi pas, hein. Et mystérieusement, on comprend qu'il est de nouveau mortel. Oui, il peut jamais faire comme tout le monde, celui-là. Donc Gwen, qui est toujours très en colère contre tout ce qui bouge, et le tout en gallois. Et donc Rex et Esther qui essaient de comprendre ce qui se passe pendant qu'ils sont traqués par la CIA, la famille, le tout à travers le Royaume-Uni et les États-Unis. Tu résumes bien, hein. Moi je serais trop rentré dans les détails, je pense. En fait, il y a trop de détails. C'est ce qu'on disait un peu au début, c'est que c'est une série qui est assez étirée et donc il y a plein de scènes et de passages qui ne servent pas à grand-chose. Notamment, pendant que le monde s'effondre petit à petit dans une crise sanitaire, économique et morale, au milieu de l'épisode 3, passage qui ne servent à rien, les mecs baisent et les nanas travaillent. Voilà. Enfin, il y a un des mecs qui baise avec une des nanas quand même. Oui, mais Gwen et Esther... Donc, oui, non mais je veux dire, pour toutes le coup, les nanas autant la scène entre Rex et Vera, je le trouvais pas forcément utile. Leur relation entre les deux sera en plus jamais énormément plus développée que ça. Autant celle de Jack, je peux la comprendre un peu plus en mode je suis redevenu vivant, je vais vivre des choses que je n'ai pas ressenties depuis pouf. Depuis quand le fait d'être immortel ça a empêché Jack de baiser? Non, mais de boire un coup, de ressentir l'ivresse, des choses comme ça, c'est surtout ça qu'il allait chercher au départ. Ah oui, ça oui, c'est pas faux. Donc cette super équipe après coup infiltre un camp de traitement des patients, mais n'ayant pas les ressources pour traiter proprement et correctement les patients qui sont censés être morts, les catégories 1, vous ne m'avez pas vu mais j'ai fait des guillemets avec les doigts, eh bien ils choisissent de les ils les incinèrent. C'est la nouvelle consigne, c'est le seul moyen de tuer, encore des guillemets avec les doigts. C'est la nouvelle loi même, c'est pas juste une consigne, une loi est passée pour que les catégories 1 soient incinérées. Alors, de les tuer, de s'en débarrasser, parce qu'on ne sait pas. On a quand même une image au premier, deuxième épisode, je sais pas, dans le premier tiers, où on voit un bras détaché d'un corps qui continue à bouger, et si j'ai bien compris, qui continue à ressentir des choses. On a aussi un mec brûlé au dernier degré, dont il détache la tête, et il continue à avoir les yeux qui bougent, et probablement à être vivant, donc...
Qu'est-ce qui se passe quand tu réduis ces cadavres-là? Donc... C'est juste tu fais disparaître le problème pour toi, mais pas pour les gens que tu as incinérés, je pense. C'est ça. Et tu vois, ça fait partie justement des points où, pour le coup, j'aurais aimé, quitte à faire long, que ça soit un peu plus développé, de qu'est-ce qui se passe pour ces gens brûlés. En fait, c'est un peu la même question que je m'étais posée pour Owen, dans la saison 2, à la fin de la saison 2, où moi je pensais qu'il s'était désagrégé, certes, mais qu'il continuait à souffrir. Et finalement, du coup, toutes ces petites cellules-là, pour moi, il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas à souffrir. Alors, je me suis demandé, est-ce que la cendre peut souffrir, sur le coup, oui. Mais au-delà de ça, on rentre dans des exercices de pensée autour de l'infiniment grand et de l'infiniment petit où nos cerveaux implosent, en fait. Mais c'est surtout... Au-delà de ça, c'est surtout... Enfin, alors moi, c'est plus le côté, le choix de ces gouvernements de faire disparaître le problème, sans se poser la question de qu'est-ce que ressentent... Enfin, est-ce que... C'est pas parce qu'on voit plus le problème qu'il n'est plus là. Oui, mais la cendre ne crie pas. Oui, non, mais voilà, c'est comme le bras détaché du reste du corps, il crie pas, mais n'empêche qu'il souffre. Peut-être. Probablement. Effectivement. Donc dans ce camp, Vera, Rex et Esther, qui s'étaient infiltrés, se font capturer. Vera se fait justement incinérer, mais Rex et Esther arrivent à s'en sortir avec des preuves. Alors elle se fait incinérer sous les yeux de Rex. On la voit. Et sous la caméra de Rex. Ouais, parce qu'elle est bien vivante. Elle est pas semi-morte quand ça arrive. Oui, puis c'est surtout le moment où on découvre vraiment à quoi servaient les camps et à quoi, même si on s'en doutait déjà un petit peu, à quoi servaient ces zones spéciales pour les catégories 1. Elle ne se fait pas tuer, elle se fait catégorie 1 IE. Catégorie 1 IE. Et donc, pour justifier un peu la collaboration avec la BBC, Gwen retourne au Royaume-Uni car son père, il est bien malade et il est menacé de se faire catégoriser lui aussi, enfin, même incinéré carrément aussi. On apprend dans un flashback que tout ça, en fait, a un lien avec l'amour d'antan de Jack, Angelo Colasanto, qui, en 1926, totalement paniqué par le côté impie de Jack, l'a laissé se faire tuer encore et encore et encore et encore par ce qui allait devenir justement la famille. À ce moment-là, Angelo a eu un peu de remords, donc il va quand même libérer Jack. Jack lui dit t'es mignon, mais après ce que tu m'as fait subir, toi tu vas partir à droite et moi je vais sauter de ce balcon. Et bien de nos jours, Jack retrouve Angelo, très 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 vieux, qui meurt sous ses yeux. Car oui, lui, il peut mourir grâce à une technologie alien. Ouais, ça c'était vraiment un peu ta gueule c'est magique. Hein. C'est le plus gros ta gueule c'est magique de cette saison, le fait que ce mec ait réussi à trouver une technologie alien qui contrecarre ce qu'on va expliquer juste après, qui rend tout le monde immortel. Vous savez que je me rends compte que donc j'ai vu les 2 derniers épisodes il y a 2 heures, même pas. Et en fait, toute la partie très Torchwood de l'histoire, je m'en souviens pas. En fait, je me souviens pas de l'explication finale. Ah bon? Je vais essayer de pas passer trop vite alors. Non, mais je me rends compte que... Et en plus que je m'en fous, au final. Bon, on en reparle après, vas-y, continue. Donc Rex fait diversion en réintégrant la CIA pour permettre à Jack et Esther de s'enfuir et aller résoudre un peu tout ce bordel sans que la CIA n'obtienne la technologie alien justement et ne la militarise. Ce que Jack considère comme pas une bonne idée. Et on peut pas trop lui en vouloir. Donc, un peu de temps s'écoule, genre 1 ou 2 mois. Le monde est maintenant une immense dictature dont Oswald Haines est l'un des principaux éléments de propagande. Comprenant que lui n'obtiendra jamais ce qu'il recherche, c'est-à-dire la mort et la paix, il s'enfuit et traverse l'Atlantique, retrouve Gwen au fin fond du pays de Galles, avec des informations qu'il a volées à la famille. C'est alors que toute l'équipe se réunit, donc Gwen, Jack, Rhys, Rex, non, pas Vera. Non, plus Vera. Et ils comprennent que tout ce merdier est causé par des trucs qui sont à Shanghai et à Buenos Aires.
Et quand vous prenez Non, ils ne comprennent pas. Rhys comprend, parce que Rhys, il se fait traiter comme de la merde du début à la fin. Franchement, moi, j'ai trouvé ça insupportable, la manière dont il se faisait chier dessus. Et c'est lui qui a quand même trouvé un peu l'explication finale et qui a permis que ça se résolve. Et il a même pas eu de merci ou à peine. Alors, bon. Non, mais de toute façon, sur toute cette série, sur les 4 saisons, Rhys, palme d'or du meilleur personnage. Moi, je le mets au-dessus de tous les autres. J'adore Rhys. Il est drôle, il est très souvent intelligent. Il a des réactions mesurées. Même quand il devrait s'énerver et envoyer grandement chier, que ce soit Gwen, Jack ou le monde entier, eh ben, il se contrôle, il redescend sur Terre pour le bien commun. Non, mais Rhys, meilleur mec. Rôle modèle. Et il se fait chier dessus tout le temps. Et en plus, sur 4 saisons, il fait un putain de régime et il a pompé up. Enfin, vraiment, donnez-moi le corps de Rhys. Avec son consentement. C'est mieux. Exactement. Écoutez, si vous voulez me transporter dans un corps, Rhys ou Ricky Gervais. Voilà, c'est mes deux. Donc le bordel est causé par des trucs qui sont à Shanghai et Buenos Aires, donc 2 points totalement symétriquement opposés sur la map monde. Ils se répartissent donc entre les 2 lieux, et là ils trouvent des failles. Enfin, il y a une faille à Buenos Aires et une à Shanghai qui apparemment connecteraient. Alors, les failles, vraiment, on aurait dit 2 sifs. Ah, toi, t'es sûr? Un sif de chaque côté. Ah, ouais. Oui, bon, il y a quand même... En plus, leur espèce de 3D qui était, pour le coup, je trouve vraiment pas ouf. Je me suis demandé, mais qui a eu l'idée de faire ça et de le représenter comme ça? C'est dégueulasse, ça ressemble à rien. C'était le moment un peu dommage, du grand reveal, machin. Bon, j'ai 2 fesses qui me regardent, là... C'est une des parties Torchwood, c'est plus une partie Miracle Day. Je vais te dire qui a eu cette idée. Un trou du cul. Bravo. Donc là, ils se font évidemment capturer par la famille, qui leur explique que, en fait, ces 2 pôles régulent l'espérance de vie moyenne sur Terre, ce qui fait que en filant du sang de Jack qu'ils ont récupéré en 1926 dans ces trucs, et ben ils ont régulé avec ce sang-là l'espérance de vie mondiale, donc espérance de vie de Jack, c'est-à-dire infinie. En fait, ils ont inversé la polarité, tu vois. Ils ont tourné le potard à fond. Vas-y, tu la refais, s'il te plaît. Bien sûr. En fait, les 2 sifs, c'est le volume. Oui. C'est le bouton qui dit... Alors, l'humanité en moyenne, elle va vivre 47 ans. En termes Torchwood, ils expliquent que ce truc-là génère une espèce de champ morphique qui régule la durée de vie, qui établit même la baseline de ce qu'est la durée de vie. Et que la famille a envoyé tellement de sang de Jack, de sang immortel, que la faille ne comprend pas. On va dire qu'elle a essayé de s'adapter, et du coup, elle a transformé tous les humains en Jack, et Jack en humain. La partie pourquoi est-ce que Jack a été inversé, c'est pareil, c'est un peu ta gueule, c'est magique, c'est pas des masses logiques dans la... Ouais, non, mais surtout que Jack, il est pas que immortel, parce que les autres sont immortels mais friables. Jack, il est immortel et inabîmable. C'est ça, il se répare. Oui, mais bon, à un moment, le rétro-engineering, ça va jusqu'à un certain niveau, quoi. C'est aussi comme ça qu'ils expliquent comment ils ont trouvé le lieu. Je parlais de ce que vous disiez avant, là, sur le champ morphique. C'est l'endroit où la moyenne de la mortalité correspond exactement à la moyenne de la mortalité sur Terre, et c'est pour ça que c'est que maintenant qu'ils le trouvent exactement. C'est parce qu'ils ont assez de données pour affiner dans les statistiques de mortalité à travers toute la Terre, de savoir qu'à cet endroit-là, justement, il y a les chiffres, genre limite la mortalité de chacun, pour dire que voilà, ça colle parfaitement et c'est là, quoi. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit point corrélation et causalité, parce que c'est pas parce que à cet endroit-là les gens sont à la moyenne mondiale que forcément. Après ça, tu vois, à un moment ils ont quand même fait une hypothèse qui était un peu chelou. Pour le coup, thématiquement, ça correspond à ce qu'ils veulent prouver. C'est le genre de moment. Petit point mathématique. Par exemple, sur Terre, tu vois, si jamais tu prends la température à tous les points sur Terre, tu peux trouver une infinité
2 points opposés sur Terre où tu auras exactement la même température. Il y a une infinité de points. Techniquement, sur la mortalité, tu dois avoir à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus galère parce que la température, tu l'as même au-dessus des océans. La mortalité... La température, tu peux la mesurer, la mortalité, tu peux pas... Tu peux la mesurer. Tu as la mortalité moyenne des gens, mais le problème, c'est que tu n'as pas à tout point de la Terre, parce qu'il faut de la Terre, parce qu'on habite sur Terre. Mais du coup, techniquement, il n'y a pas que 2 points sur Terre qui correspondent à la mortalité moyenne. C'est-à-dire qu'il y aurait à 2 autres endroits 2 CIF qui régulent la température sur Terre. C'est à cause d'eux qu'il fait 18 degrés en ce moment. Trouvez-moi cet endroit et branchez-moi un radiateur. C'est le méthane, hein. C'est le méthane. Alors, on est le 30 juin et on râle parce qu'il fait 18 degrés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour râler parce qu'il fait 45 degrés, qu'on est passé de 18 degrés à 45 degrés en moins de 12 heures. Non, mais là, c'était mon moment Audrey. Je râle parce qu'il fait froid, alors que moi, j'adore quand il fait froid. Donc, Zu, c'est mieux que ça, en fait. Il y a un CIF continu. Bon. Il va de bout en bout. Ah oui, c'est le Gulf Stream. Ces images commencent vraiment à me perturber. Il traverse pas juste la Terre, tu vois, il est continu. Je regrette cette comparaison de tout mon cœur. La Terre est un cul. Donc, d'un côté, on a Jack qui se fait saigner pour justement rendre à nouveau l'humanité mortelle. Sauf que la famille lui fait il faut le faire des 2 côtés, sinon ça marche pas. Qu'à cela ne tienne, dit Rex, je me suis auto-perfusé plein de sang de Jack, et donc je peux le faire aussi de mon côté. Et voilà, et tout le monde redevient mortel. Ils ont redonné du sang humain au CIF, et tout va bien. Oswald, à ce moment-là, se suicide en se faisant péter la gueule avec des explosifs qui traînaient par là, et détruit le site de Shanghai avec lui. Et il emporte la représentante de la famille du coin, hein. C'est aussi pour ça. C'est ça. Et de l'autre côté, Esther se fait tuer, et le père de Gwen aussi meurt au Royaume-Uni en même temps que le miracle s'arrête. Ceux qui devaient mourir vont finir par tous mourir, donc du coup ça veut dire qu'il y a quand même le retour à la normalité va coûter cher en funérailles. Et Esther, elle ouais, d'ailleurs, sa mort est complètement injuste. Je la comprends dans le truc, mais c'était vraiment en mode, mais pourquoi Mais pourquoi Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai envoyé un non sur le Discord, oui. C'était ça. Petit épilogue, donc le monde en Terre c'est mort, mais il y avait une taupe qui travaillait pour la famille dans la CIA. Alors, attends, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière parce que je voudrais parler un peu de Gwen à ce moment-là, parce qu'il y a un échange entre Gwen et Oswald. Parce que donc il faut que Gwen tue Jack pour que tout redevienne comme avant. C'est à ce moment-là que Esther se fait tuer pour rien du coup, et Gwen va quand même pour tuer Jack. Enfin non, Jack veut se suicider, Gwen lui dit t'inquiète je vais le faire, lui dit merci frère, tout ça. Mais surtout, comment dire, il y a Gwen qui dit que personne ne devrait avoir le droit de choisir qui va mourir ou pas. Et elle fait référence notamment à Oswald, donc qui a tué une gamine, et donc qui a choisi que cette gamine allait arrêter de vivre, et à la famille, qui donc choisit combien de temps vont vivre les gens. Et là, Oswald lui dit, du coup, c'est ce que vous vous apprêtez aussi à faire, décider. Et donc elle dit, bah ouais. À chaque et fois, là, cet épisode commence par, aujourd'hui, en gros, j'ai décidé, aujourd'hui, je vais tuer mon père. Les derniers épisodes, c'est Gwen qui fait il commence par Gwen qui fait un monologue joyeux. Mais il est intéressant cet échange, et en même temps, il est un peu bâclé. C'est ça, c'est le gros paradoxe, c'est que... mais bon. C'est long, mais en même temps bâclé. C'est ça. Comme souvent, en fait, c'est un peu des reproches qu'on a pu faire à certains épisodes de Doctor Who, jusqu'à là. Donc là, on en est à la fin de la saison 4, quand sort l'épisode de Torchwood. On n'a pas encore attaqué la saison 5. C'est que sur certains sujets, il y a certains épisodes qui abordent des sujets vraiment importants et vraiment bien, mais tellement rapides que c'est presque dommage qu'ils aient abordé ces sujets. Et là, c'est un peu ça aussi, je trouve, sur certains Oui, parce que aspects. On en parlera après, mais il y a pléthore de sujets qui sont abordés pendant la saison. Allez, je finis ma dernière ligne, et puis... donc la taupe, oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une taupe? On prend un marteau et on tape. Non. Enfin, c'est à peu près ce que Rex fait au final. Et d'ailleurs... Tu mets un pétard dans votre taupe. Et d'ailleurs, Rex la taupe se retourne, prend un flingue et fait touf touf et tue Rex.
Mais apparemment non, parce que maintenant il est immortel comme Jack. Et cliffhanger, nous ne saurons jamais pourquoi ou comment ou ce qui se passera pour le meilleur et pour le pire. Cette fin, même si elle m'a fait à moitié marrer en voyant la tête de tout le monde, cette fin, je suis déçu parce que Jack est censé vraiment être unique. Le fait que juste d'avoir eu cet échange de sang et peut-être l'intervention du Sith, du Saint-Esprit ont pu changer Rex. Je trouve ça vraiment dommage pour le caractère unique de Jack que Rex soit devenu a priori immortel. En plus, sa condition devient moins dramatique en fait, de mon côté. J'ai trouvé la condition de Jack moins dramatique en tant qu'immortel, sachant que du coup il n'est pas le seul immortel. Et du coup, t'as une formule pour faire après, plus immortel. Clairement, ils avaient prévu sûrement d'autres choses pour la suite, pour expliquer ça, et ça aurait peut-être été satisfaisant, mais on ne le saura jamais. Oui, et puis bon, Jack n'est pas le seul immortel. Il y en aura, on en profite. Il y en aura d'autres. Pour histoire de teaser un petit peu. Mais on vous en parlera dans ah oui, on a le temps. 3 ans. Ouais. Ou 4. On a encore un peu de temps. Eh ben merci Jup pour ce résumé. Puis du coup, bah oui, bien résumé. En combien 10 épisodes vraiment efficaces. Oui, merci. 10 épisodes, une page. Allez, 2 pages. Non, une page et demie. J'applaudis. Beau travail. J'ai tout donné. On va passer à la partie de ce nouveau concept d'émission où on va essayer d'apporter quelques affirmations ou points de discussion. Le premier point de discussion, je crois que c'est Zu, je te laisse ouvrir la partie. Oh bah oui, je crois que c'est un collaboratif avec Pomme celui-ci. Oui. Je vous le lis tel qu'il est écrit. Rex est un con. Oui. Voilà. Oui, on était en train d'en parler, je vous envoie un message en disant Rex quand même c'est un gros con. Et là tu m'as dit non mais carrément, puis tu m'as dit attends je le rajoute dans le conducteur. Tu vois, autant sur les saisons 1 et 2 on se plaignait d'Owen, mais ramenez-moi Owen et dégagez non, Rex. Je suis pas d'accord. Alors déjà Rex n'est pas un violeur. Non. Bon, ça compte. C'est un plus. Rex, c'est... En fait, dans cette série, chaque personnage est une caricature de ce qu'il est censé être. Et Rex est très bon dans sa caricature de gars de FBI ou CIA, je sais même plus, gros bras... CIA qui gère la situation, machin, et un peu tête brûlée, et un peu mansplainer aussi dans sa manière d'être. Mais c'est pas le mauvais gars. C'est un peu le mal alpha, mais il a quelques qualités qui font qu'on arrive quand même à l'apprécier de temps en temps, quand justement sa relation avec Esther est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors, il y a tout... Ça dépend des moments. Il y a des moments où il l'infantilise un peu, mais globalement, son but, c'est quand même de la former... bah oui, c'est lui l'agent de terrain expérimenté, elle connaît pas encore tout ça. Donc, Rex est un gros con, mais... surtout au début, je trouve. Après, il se calme un peu. Après, il gagne un petit peu en modestie. Un petit peu. Un petit peu. Pas non plus. Ouais. Non, toi, tu préfères Owen ? Ah ouais, je préfère Owen qui au moins a une forme de rédemption ou de... Je trouve que sur la saison 2, Owen... Si, une forme de rédemption sur la saison 2. Là où Rex, jusque dans sa dernière phrase, c'est quand même de continuer d'insulter Jack en le traitant de World War II. Donc espèce de Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est habillé toujours en mode Seconde Guerre mondiale. En français, oui, c'est l'aviateur. Ou un truc comme ça. Oui, pourquoi pas. Et si tu veux, j'ai l'impression que ce mec n'apprend rien, ne se remet pas en question. C'est un bourrin. C'est un bourrin et j'ai juste envie de prendre sa tête et de l'éclater contre un mur. Ah ouais, carrément. Il m'insupporte à ce point. Mais bon, évidemment, tout ça, ce n'est qu'un personnage de fiction. Alors, ce n'est qu'un personnage de fiction, et 2, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'acteur qui le joue, je l'espère, est quelqu'un de très sympathique et qui fait un travail extraordinaire pour réussir à se rendre très antipathique. C'est très bien joué. Je l'espère. C'est pas lui qui a inventé les lignes de dialogue, donc je pense que c'est effectivement le but du personnage d'être un peu, justement, d'être un peu sur le fil et un peu antipathique, oui. Donc voilà, non, ce personnage
insupporté et voilà. Par contre, j'ai adoré Esther. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Rex? On fera un sondage. Ouais. On fera un sondage au mois d'août. Est-ce que Rex est-il un con? Oui, Est-ce que non, Rex est la un réponse con? D. Hein, quoi? Exactement. Est-ce que vous connaissez la réponse D, ce nouveau podcast, maintenant plus très nouveau de podcast? Tous les matins, Mais ils ont- retrouvez une question de culture G. On n'aura pas Une fini la réponse en discussion. 5 minutes. Non, pas encore. Non, nous, quand on sort cet épisode, normalement, soit on n'a pas fini, soit on vient juste de finir. Dans tous les cas, la saison sera toujours là. Oui, et puis le pré-roll aussi, donc ils attendront 2 fois. Exactement. Ok, alors c'était notre premier point. Le point suivant, on en a déjà parlé un tout petit peu juste avant. Et c'est Ça, toi. c'est moi. Vas-y. Ouais, les scènes de baise, pourquoi? Il y a 2 ou 3 scènes de baise, je dirais. 2 de Jack et une de Vera et Rex. Oui, oui, oui. C'est pas que les scènes de sexe me dérangent de manière générale dans les films. Quand elles sont justifiées, là, il y a des moments, notamment notamment avec Jack, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est vraiment de la scène de baise pour dire qu'il y a de la scène de baise. J'ai une théorie. Oui. Une hypothèse, du coup. Qui n'est pas peut-être. vraiment une théorie en fait. Est-ce que Torchwood s'était pas vendu en mode on veut faire du Doctor Who, mais en mode entre guillemets, je vais vraiment entre guillemets, c'est pas de moi, genre plus adulte. Et donc du coup il faut genre un peu comme t'as sur certaines séries Netflix, genre il faut un quota de cul. Ouais, moi je voyais ça des fois un peu comme un peu de quota de cul parce qu'on est chez les Américains et on peut se permettre plus de choses et un peu d'inclusivité en même temps. Là où justement chez les Américains c'est un truc qui va plutôt les choquer et ils en profitent un peu. Je pensais pas juste pour cette saison-là, genre la série Torchwood a été brandée en mode un Doctor Who plus adulte. Oui. Non, mais clairement, les 2 premières saisons, ça se sentait, Voilà. même si c'était souvent fait de manière vraiment très cliché et un peu. Mais disons que, grossière. je sais pas, j'imagine bien le scénar qui revient au scénariste avec un post-it du cul. Du cul. Parce que c'est du cul et en même temps pas Exactement. vraiment, mais en même temps c'est quand même bien présent dans ces scènes-là. Et en même temps, ça, il serait pas. Ça serait pas grave, quoi, ou ça serait juste suggéré, C'est ça. tu vois. Non, je suis d'accord. Et ce qui est marrant, Bon. c'est que de toutes ces scènes de cul, celle qui a été retirée de la version anglaise, c'est celle entre Rex et Vera. C'est pas celle entre Jack et ses amants. Non, c'est celle entre Rex et Vera parce qu'on voit le cul de Vera. Ah oui. Bah oui, à un moment, Pourtant, on voit pas le cul de Jack, mais le cul de son amant 2 fois. Ben oui, mais apparemment, tu sais, c'est comme sur Instagram, tu sais, quand c'est un cul de femme, c'est pas pareil. Hein. Donc non, ces scènes de baisse sont... Oui, elles font partie du contrat. Bon, après, c'est pas grave, hein. Je crois que la version VF, elle vient de la version UK. Moi, j'ai vu... La version Yuka, c'est celle que tu flashes, c'est ça, non? Exactement. Moi, c'était en DVD, donc je pense pas avoir eu de scène coupée. Ok. Petit point suivant. De qui est-il celui-là? Ça ressemble à du Zu. Oh, c'est Zu, ça. Ça ressemble Ouais. à du Zu. Ah bah oui, ça c'est du moins. Mais ce que j'adore dans cette saison, c'est que la mort est pas tant présentée comme un problème. Même au contraire, la mort c'est un peu la solution à toute la saison, mais c'est surtout et avant tout un casse-tête administratif. C'est à partir de quand on considère qu'une personne est morte, à partir comment est-ce qu'on répartit les blessés, les machins. Il y a une scène qui est très très bien où justement Vera arrive aux urgences et leur fait vous faites tout à l'envers en fait. Ouais, ça, il faut changer les méthodes de tri des patients. C'est ça, c'est ce mec là-bas qui a un petit bobo, vous me le soignez tout de suite pour qu'il dégage. Lui qui vient de se faire transpercer de part en part, écoutez, vous le laissez là pour le moment, on le gérera quand on aura du temps, mais pour l'instant, il faut faire de la masse, il faut faire du chiffre, et puis de toute façon... Enfin non, faut oui, pas faire du chiffre, faut faire sortir les gens qui peuvent sortir. Oui, bah, c'est ce que j'appelle faire du chiffre. Tu fais du volume plutôt que de faire du qualitatif. Ce qui est exactement le réflexe contre-intuitif qu'on a aujourd'hui dans les catastrophes. Et puis dans les catastrophes. catastrophes. Il y a aussi à un moment donné, toujours Vera, alors avant qu'elle prenne de l'importance, quand elle est encore tout bib à l'hôpital,
il y a une dame qui arrive qui a été étranglée par son mari. Et du coup, elle a le cou qui est brisé, en fait, mais elle n'est pas morte. Et Vera se retourne vers les flics en disant « Mais vous n'avez pas arrêté son mari ?» Et le flic dit « Ben, elle n'est pas morte. » Ouais, Donc c'est pas un meurtre. L'homicide n'existe plus, il y a des... Et c'est ça. Et donc Vera lui dit « Mais enfin, quoi. Et en fait, t'as ce truc de... C'est pas que le flic il veut pas, mais c'est que s'il suit la procédure, c'est pas un meurtrier, elle n'est pas morte. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Ça rejoint un peu le casse-tête administratif et légal autour de ces comment considérer tout ce qui avait attrait avant aux blessures, aux affrontements, on va dire, de manière globale. Ouais, et puis du coup, ça amène, après, un peu plus tard, ça amène la discussion de à partir de quel moment on estime que quelqu'un est considéré comme mort, puisque la mort n'existe plus. Et il y a tout ce truc justement autour du père de Gwen, qui clairement serait mort d'une crise cardiaque quasiment au début de la série, si dans un monde normal. Il meurt pas puisqu'on n'est pas dans un monde normal. Alors sauf qu'au début ils savent pas que, enfin ils pensent, sa femme et sa fille pensent qu'il s'en est sorti. Bon, sauf qu'en fait juste il est pas mort. Et donc il arrive un moment où il est dans un tel état que il est à peine conscient en fait. Il parle plus, il bouge plus, juste il respire. Et quand les autorités débarquent, parce que alors normalement il devrait être catégorie 1, donc il devrait être dans les incinérateurs. Gwen arrive à le faire échapper grâce à Rhys, qu'elle engueule après, et puis elle lui chie dessus un petit peu, parce que voilà, c'est une connasse. Parce que c'est Gwen. Parce que c'est une connasse, Gwen. Pardon, on a parlé de Rex, mais Gwen est une putain de connasse pendant toute la saison. Bref, on en parle après si vous voulez. Et donc... j'ai pas le point Gwen est une connasse dans le conducteur. Non, c'est vrai, mais là, en le disant, Gwen est une connasse. Et... Donc, elle planque son père chez elle, mais elle n'a pas le droit. Il est censé être incinéré. Donc, il y a les autorités qui débarquent pour le récupérer. Et Gwen leur dit, mais il est pas mort, il est encore chaud, etc. Et donc, alors en plus, le gars qui vient récupérer le père de Gwen, qui est vraiment le gars qui est là pour faire ce qu'on lui demande de faire, qui lui dit, bah attendez, dans pas longtemps, il sera encore plus chaud. Putain, c'est la Gestapo, quoi. Puisqu'il sera... Non, mais c'est ça, ça a un petit côté tout, très... tout le long, hein, tout le long, il y a clairement... Mais du coup, c'est ça, c'est à quel moment on estime que quelqu'un est mort? Est-ce que... Parce qu'il respire, le père de Gwen. Alors, il est en mort cérébrale, a priori. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment une mort cérébrale, puisqu'il respire tout seul, qu'il est chaud, que son sang circule, etc. Et donc, voilà, il y a ce truc de dire, c'est à quel moment qu'on décide que maintenant, c'est là la mort. Ouais. Et donc, il y a des gens qui décident de manière arbitraire, c'est là. C'est à tel moment. Ouais, non, mais c'est... Et c'est intéressant. Toute cette partie-là est intéressante. Et en plus, là, on parle de changements qui sont quelque part un peu unitaires, mais on voit aussi que ça a des conséquences globales. On nous parle, et en plus, c'est mentionné en plus de manière assez rapide, mais il nous parle de zones de conflit où ça devrait péter à mort. Je crois que c'était je crois qu'il parlait du Rwanda, où finalement il va y avoir un cessez-le-feu. Et au contraire, c'est côté Corée, les mecs sont devenus fanatiques et rassemblent leur armée pour aller casser les gueules, quoi. Mais oui. Ouais, il y a pas un truc genre au Rwanda, ça s'est calmé parce que du coup ils ont peur de pas mourir. C'est ça, oui, parce que c'est compliqué de... Ou je sais plus où ça se passe, mais ouais. C'est compliqué quand t'es blessé, continuer à être vivant et quand tu affrontes les mêmes personnes plusieurs fois. Ça a un peu un côté, effectivement, le combat sans fin et j'ai pas envie de dire sans intérêt, mais presque. Là, oui, parce que tu termineras c'est une guerre que tu peux pas vraiment terminer vu que le mec en face ne meurt pas. Oh, l'éternité avec quelqu'un, oh dur. Quelle horreur. L'éternité avec Rex, oh dur. Ah non, Berk. Bon, ah non, ah. Alors je l'ai pas noté, mais du coup je voudrais juste enchaîner sur un truc avant qu'on passe à la suite, puisqu'on parle des différentes morts et tout ça. Au tout début, justement quand ils décident de qu'est-ce que c'est être mort et tout, là, au tout début ils organisent des commissions, il y a plein de médecins réunis, ils font des commissions, ils discutent, tu sens que c'est des gens quand même qui en ont plein dans le cerveau, hein. C'est pas des demi-cons qui sont là. Et après c'est les Français qui font de l'administratif, mais vas-y. Et t'as donc Vera qui débarque, et ça parle, ils commencent à discuter sur l'aspect un peu moral, théologique, parce qu'elle présente ça un peu comme une malédiction, et il y en a un autre qui dit on peut pas parler de malédiction, la vie c'est beau, machin. Donc il y a vraiment le côté... D'ailleurs elle lui dit vous êtes chrétien, moi aussi j'étais chrétienne avant mais je me suis soignée depuis.
et notamment par rapport aux naissances. Parce que donc elle dit il y a de plus c'est ça surtout, il y a de plus en plus de naissances, mais il y a plus personne qui meurt, c'est catastrophique. Et donc là c'est là que l'autre dit mais on peut pas dire qu'une naissance soit une malédiction. Et là elle commence à rentrer dans les détails de tous ces enfants qui n'auraient pas dû naître, où les mamans auraient dû faire des fausses couches ou des accouchements prématurés. Et donc elle parle de ces gamins qui naissent avec le cerveau en dehors de la tête, qui naissent avec des malformations qui font que ce ne sont que des boules de souffrance en fait. Et toute cette partie-là, moi, elle m'a un peu fait frissonner parce que ça rejoint... comment dire ? Je sais pas, c'est peut-être tout ce truc autour de la naissance, parce que tu as toutes ces naissances qui n'ont pas lieu naturellement. Et après, il y a des pays comme la France qui ont accordé les avortements thérapeutiques quand on se rend compte que l'enfant va éventuellement que souffrir. Et du coup, là, s'affronter dans cette discussion, et là encore, peut-être que ça aurait été intéressant d'aller plus loin, l'aspect purement scientifique et l'aspect théologique, moral autour de tout ça. Et ça fait partie des points où je pense que, limite, j'aurais aimé un épisode entier de réflexion autour de tout ça. Alors là, je pense qu'ils se sont heurtés. Ça va être un truc très, très con, mais ils se sont heurtés à la polémique. Parce que pour faire tout ça, ça veut dire qu'à un moment, ils vont délimiter dans leur discussion, forcément, et donc dans la série, un moment où l'embryon est vivant, de moment où il est. Et ce qui veut dire que surtout aux États-Unis, avec tous les débats qu'il y a autour de l'avortement, ça devenait très très compliqué, et que je pense que c'est un terrain sur lequel ils n'ont pas voulu aller. Oui, non, je comprends. Et puis peut-être qu'à l'arrivée, il aurait fallu... Parce que là, du coup, la discussion fait qu'il n'y a pas de réponse finale. Il y en a un qui donne son avis, l'autre qui donne son avis, et puis maintenant, il faut avancer dans le vrai problème. Il y a pas de... Il y en a pas un des deux qui a raison et l'autre qui a tort, en fait, dans la manière dont se conclut la discussion. Mais effectivement... Je finis juste sur le point. Si on suit effectivement le raisonnement, ça veut dire que même un embryon qui est avorté très très tôt dans le miracle est vivant, et donc reste conscient dans les égouts. Ça, il l'aborde pas, il rentre pas dedans. Non. Je saute juste sur l'occasion parce que moi j'avais aussi la réflexion par rapport à l'euthanasie, qui est aussi une question de droit à la vie, du coup un droit de morale, machin, etc. Qui est aussi présent aux États-Unis, mais même chez nous. Et donc du coup dans cet épisode, dans cette saison, on a des gens qui souffrent, qui devraient mourir, et donc du coup on crée des camps pour les réduire en cendres. Et on en a parlé pendant le résumé sur est-ce que les cendres s'ouvrent ou pas, on ne sait pas au final, ça reste ouvert. Mais donc du coup on a quand même un espèce d'échappatoire qui au final, là je vais en venir, c'est il y a une espèce d'organisation de masse d'euthanasie des gens qui devraient mourir, où ils sont catégorisés en catégorie 1, catégorie 2, etc. Et jusqu'au dernier épisode, c'est pris comme mauvais en fait. On est en mode Gestapo, tu vois, genre on va traquer les gens qui devraient mourir et qui souffrent. Le père de Gwen souffre. Oui, et je te laisse finir ton point et je te réponds. Mais on l'autorise pas. Oui, alors moi c'est dans la... Alors pour moi les cendres ne souffrent pas. On n'en sait rien. Pourquoi une cellule toute seule ne souffrirait pas plus que tout un truc... un système nerveux. Mais donc du coup, t'as quand même pas fini, tu t'es arrêté au milieu de ta réflexion. Tu t'es arrêté presque au milieu d'une phrase même. Oui, vas-y, finis ta réflexion par rapport à un point super important, donc tu peux pas t'arrêter comme ça. Donc je disais juste, du coup oui, ça, au-delà de droit à la vie des embryons, il y a aussi le droit, il y a aussi la question du coup, ça soulève... Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que c'est présenté, l'euthanasie est présentée comme quelque chose de très mauvais, alors que on pourrait se dire que finalement, ils mettent un terme à la souffrance de gens qui souffrent. Oui. Alors là où je suis... Et c'est présenté comme ça une fois que la mort est libérée. Alors, là où je suis... En plus. En fait, je suis partiellement d'accord avec toi, sauf que ce n'est pas de l'euthanasie. Vu que l'euthanasie, en théorie, c'est quand même choisi par la personne qui souffre.
Ouais, les gens ont Oui, pas là, il n'y a choisi. pas de choix. Et puis surtout, Tout à fait. ça rejoint un peu aussi la saison 3 et les questionnements moraux et le fait que il n'y a pas de bonne solution au final. Enfin, il n'y a pas de bonne façon de faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est soit quand tu sais pas que ça va durer indéfiniment ou pas, tu vas avoir la Terre qui va s'effondrer sur elle-même s'il n'y a pas de solution trouvée. Est-ce que c'est une mauvaise solution? Oui, probablement. Est-ce qu'il y a mieux à faire? Bah, malheureusement, on sait pas, on s'en rend pas compte, mais probablement pas. C'est là où c'est dur et c'est là où ces saisons sont importantes. Elles te font te poser des questions qui n'ont pas de bonne réponse. Là où on peut pas rapprocher ça de l'euthanasie telle que nous on la débat à l'heure actuelle dans nos pays, en France entre autres, c'est que là il y a une administration qui a décidé que à partir de tel point, hop, tout le monde meurt. C'est pas quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui connaît son futur, qui décide que bon ben là stop, il veut que ses souffrances s'arrêtent maintenant, ou il veut que ses souffrances ne commencent pas finalement. Il sait qu'il va souffrir et il décide d'arrêter tout avant que ça commence. Là c'est une administration qui dit toutes ces personnes-là on les fout dans des fours et on les crame. Et c'est en ça que les termes les heures les plus sombres de notre histoire, machin et tout, est utilisé parce que bon. Parce que c'est clairement un parallèle. Ça, on en a connu d'autres. C'est clairement un parallèle avec les nazis, les camps de concentration. Et du coup, c'est pas du tout pour moi rapprochable avec les débats sur la fin de vie actuelle. Et en plus, ce qui rajoute dans les moments où ils en parlent, c'est la potentialité d'un état zéro. C'est-à-dire que il y a la catégorie 1 et puis qu'est-ce que ça va être la catégorie 0? Tu es communiste, tu es catégorie 0. Tu es blond, tu es catégorie 0. Bon, ça c'est pour le coup c'est quand même pas abordé dans la série. Ah si, enfin c'est ah ouais? Si, il y a il y a un passage, c'est Gwen quand elle fait sortir son père du camp où elle engueule justement un médecin qui ne fait rien en lui expliquant, mais là vous avez défini des catégories, 3, 2, 1, ok, et après ce sera quoi? Les dissidents politiques qui sont catégorie 0, on les fait cramer? Ah, elle est très bien cette scène aussi, d'ailleurs, puisque tu en parles, désolé on rajoute des trucs en milieu qu'on n'avait pas relevé. Bon, mais en tout cas, vas-y. Je suis très content que vous ayez soulevé en fait toutes ces réflexions là. C'est juste, j'ai balancé ça en mode troll parce que à la fin de la saison, c'est en mode, enfin on a Gwen vraiment qui est en mode, il y a un dilemme de, attends, je l'ai buté, si jamais on libère le truc, il va mourir et ton père va mourir. Et t'as Gwen qui est en mode, mais mon père va mourir, je vais perdre ça. Et il y a le côté après une fois que la mort est libérée, c'est comme une douce vague qui envahit le monde. Comme un soupir, ils disent. Et comme un soupir, voilà. Et voilà, je voulais juste qu'on soulève que c'était un peu plus compliqué que ça quand même. Non, je comprends. La scène dont tu parlais, Zu, fait partie de ces scènes un peu alors pas tellement de réflexion parce que les choses sont dites, enfin la manière dont elles sont dites, ça apporte pas de la réflexion, ça t'apporte une info plus, je trouve. C'est quand Gwen se fait passer pour une infirmière pour essayer de sauver son père. Elle parle avec un médecin, enfin elle essaie de gruger les formulaires, il me semble. Et puis elle parle avec un médecin en lui disant mais vous savez ce qui se passe là-bas. Elle essaie de l'informer pour que ce médecin l'aide. Et en fait elle se rend compte que le médecin est au courant de ce qui se passe. Et ce médecin lui dit c'est pas moi qui décide. Je ne fais que suivre les ordres. Je ne fais que suivre les ordres. Classique. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis certaine, intimement convaincue que ce médecin n'est pas une personne mauvaise dans le fond, n'est pas une personne que si on lui avait laissé le choix aurait choisi ce genre de choses, mais c'est une personne qui depuis une semaine a la tête dans le guidon et je suis convaincue n'a même plus les capacités de réfléchir au-delà de la minute qui vient de se passer et de celle qui arrive parce que humainement il y a des moments où tu n'es plus en capacité de réfléchir. Et donc là Gwen secoue un peu cette personne en lui disant donc entre autres ce que tu viens de dire, et c'est intéressant parce que on peut tous tomber là-dedans très facilement, justement, d'avoir la tête dans le guidon et de ne même plus réfléchir au-delà de juste ce qui va arriver là maintenant et de plus être capable de dire attendez, là on est sûr qu'on va faire ça bon voilà, parce que bon Gwen le présente comme un truc facile. Bon. C'est facile quand t'es pas le nez dedans, effectivement. C'est facile quand on est aussi assis devant notre télé d'avoir un avis sur la question. Nous on a le temps de réfléchir à la question. Surtout en plus et puis surtout on n'est pas concerné. Surtout en plus pendant la diffusion, on avait le temps entre chaque épisode de se dire oh, putain,
Oh là là, tous des salauds. Nimp, t'avais un autre point, je crois. Tout à fait. Ça va être dans le premier épisode où on a Oswald en fait qui est condamné à mort et qui survit. Il explique que c'est bon, il a purgé sa peine, vu que sa peine c'était d'être condamné à mort et que c'est fait. Et il s'en sort. Et du coup, quel est votre avis sur le fait que est-ce que c'est une vraie condamnation ou dans le même terme que d'autres condamnations, la condamnation à mort? Déjà, c'est Attends, tu nous lances sur un débat pour ou contre la peine de mort là? Ouais, c'est pour ça que je voulais juste l'enlever, mais Zu l'a remis, et du coup je me dis, mais non, attends, on vient de faire quand même l'euthanasie avant, donc... Très bien, alors l'euthanasie... Mais voilà, c'est ça qui est ouf avec on a fait aussi l'embryon est-il vivant? Voilà, en fait, c'est ça qui est ouf avec cette saison, c'est que au travers de cette histoire de course-poursuite, de semi-espionnage, avec des gadgets un peu à la con, de Jack qui baise et de machin de trucs, et ça aborde un peu tous ces sujets-là, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et ouais, c'est ouf. J'ai pas aimé Torchwood, j'ai pas particulièrement aimé cette saison, mais ce que j'aimais en fait c'était juste le côté genre, j'ai regardé ça comme un épisode de Black Mirror, c'est genre mets un grain de sable dans des valeurs morales qui animent nos sociétés actuelles et regarde comment ça se passe. Et après, pose-toi des questions. Pour le cas d'Oswald, je crois que c'est en plus, c'est vraiment un truc légal américain, en dehors de la peine de mort, que tu peux pas être jugé 2 fois pour le même crime. Donc en gros, il a été jugé, il a purgé sa peine, il a subi ce qu'il devait subir. En France, c'est pareil. C'est pareil en France, oui, complètement. Et mais je crois qu'en plus, c'est peut-être une connerie, mais je crois que c'est déjà arrivé dans la vraie vie qu'une personne qui devait être exécutée, ça n'a pas marché correctement, et du coup, il a pas subi une deuxième fois. Ouais. Il faudrait que j'ai pas eu le temps de rechercher, j'y ai pensé. La question suivante vient de moi. Que feriez-vous si vous ne pouviez plus mourir, mais être blessé quand même? Je pense que la distinction est importante. J'avoue. C'est pas facile. Là... Attends, blessé mais douleur oui, ou pas? oui. Genre comme dans la série, quoi. Ah. Pas comme Owen. Okay. Pas comme Owen et pas comme Jack. Genre comme... Non, Jack il souffre, il souffre quand même. Il revient, lui, il a l'avantage de revenir. Mais... Oui, mais il revient, mais il se régénère. Ouais, quoi. mais Jack il prend cher, alors que Owen il se régénérait pas, mais il souffrait pas. Enfin, genre Rex. Donc là, c'est un. Ouais, Rex. Donc Rex. Oh putain, non, mais j'ai pas envie d'être Rex, merde. Qu'est-ce que je ferais? Non, mais attends, sans mourir, on peut se blesser sans mourir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça guérit pas. La question, c'est plutôt sans guérison, comme tous les humains actuellement. Comme dans la série. J'aurais une sacrée sale gueule, vraiment, quoi. Un truc assez ignoble, quoi. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. Vraiment... je vois pas... Enfin... Si t'as pas le côté invulnérable ou régénération ou machin, le fait de ne pas mourir ne m'apporte rien. Tu vois, moi je pense que je serais une grosse flippette et que j'aurais peur justement qu'il m'arrive un truc tellement grave et que ça ne guérisse jamais et que ça s'améliore pas. C'est ça, non mais pareil, j'aurais trop... Oui, donc comme je fais aujourd'hui. J'ai besoin d'une autre précision du coup. Depuis toujours ou genre ça tombe ça tombe du jour Non, au ça tombe lendemain, aujourd'hui. Là, du jour au lendemain... Ah oui, voilà. En fait, plus ou moins comme dans la série, du coup, si tu regardes bien. mais il faut qu'il voit la série pour ça. Tu vas voir, elle est vachement bien. Oui, j'ai maté 4 épisodes et demi en entier. Le ennemi en entier, je te laisse y réfléchir. Et après, du résumé. Mais pensez à tout ce que vous prenez sur la gueule, en fait. Enfin, genre les piqûres de moustiques l'été, etc. Enfin, qu'est-ce qui répare pas? Je me prends pas. Mais tout comme dans la série. Ouais, mais la série, elle se prend pas des piqûres de moustiques. Ils rentrent pas, parce qu'ils ont pas le temps, ça se passe sur une semaine. Non, alors, il y a quand même des choses qui guérissent. On le voit, il y a des choses qui guérissent naturellement quand il y a suffisamment de temps. Même Rex, il dit que sa blessure se referme un peu parce qu'il a le temps de guérir de blessures qui... Mais je te parle du mec qui a été brûlé au dernier degré, il lui reste que la tête. T'as l'air con si tu te retrouves dans une situation pareille, c'est surtout ça. J'avoue. Non, moi j'aurais trop peur de me faire un truc qui fait que je souffre jusqu'à la fin de l'éternité, quoi. Non, je serais comme toi, grand poil, je serais très très mal. Je serais vraiment pas bien. Et moi j'ai un truc, et je sais que je le garderai jusqu'à... J'ai un gravier d'incrusté dans mon bras. Et voilà, et je sais qu'il sera là pour toujours. Et voilà. Mais il te fait mal pour toujours? Il se fait dissoudre par mon bras petit à petit. Ah oui.
Et du coup, s'il peut plus mourir... Tu veux pas faire un compte Instagram et tous les jours tu prends une photo? Ça fait 15 ans que je l'ai et ça évolue plus tant que ça quand même. Mais il est là. Voilà. Donc t'imagines, si on peut pas mourir, ben je vivrai avec Paul toute ma vie. Avec Paul. Paul. Tu lui as donné un petit nom. Paul le gravier. Paul le caillou. Alors je sais, j'ai pas réussi, je crois que c'est moi d'ailleurs, celle d'après, même si je l'ai formulée bizarrement. Mais c'était en rapport avec Gwen, c'était la question et qui a été un peu posée au départ, c'est pourquoi reprendre du service alors que tu pourrais laisser Jack se démerder tout seul? Parce qu'ils sont venus la chercher. C'est une tox. C'est une... Ouais, je pense que c'est plutôt le côté tox de l'action et de Torchwood qui lui manque. Ouais, elle vit carrément dans la peur. Et en plus, elle vit dans la peur, c'est vrai que... genre, t'as le postier qui vient frapper, elle est au taquet, quoi. Enfin, parce qu'il y a... limite, quoi. Il y a un autre truc, c'est que Gwen, quand même, elle a eu un bébé entre deux, avec Rhys, et ce bébé se retrouve en danger, juste du fait d'être l'enfant de sa mère. Avec une magnifique course-poursuite sur la plage, un hélico, des lance-roquettes. Mais oui. Oh là là, mais cette scène... Je pense qu'il y a un côté, ça me manquait parce que je pense qu'elle se fait chier dans sa baraque au milieu de la mer, là sur la plage, avec son potager. Bon, il est pas si vieux, Rhys. Et ça revient plusieurs fois qu'il faut pas toucher à sa fille. Et puis en même temps, je pense que Jack lui a manqué de ouf. Et j'avais un autre en même temps et je m'en souviens pas. Oh, si je le retrouve, je vous le dirai. Ok. Mais non, mais je sais qu'en plus c'est en lien avec un truc qu'elle dit à un moment. Ah si, elle repart avec Jack, mais sa fille passe toujours devant. D'ailleurs, à un moment donné, elle se fait embarquer par les méchants, sa fille, sa mère et Rhys. Et le seul moyen de retrouver sa fille, c'est de livrer Jack. Et elle y va sans problème, livrer Jack. Enfin, sans problème, ça lui fait mal au cul, mais elle hésite pas, quoi, par contre. D'ailleurs, elle lui dit, Jack, enfin d'abord elle l'assomme, puis après elle lui dit, je m'en fous, tu peux crever, ma fille avant tout, quoi. Bah oui. Et Jack lui dit, je te préviens, si j'ai l'occasion de te dégommer pour pouvoir m'en sortir, je le ferai. Et en gros, ils se disent, ah ouais, ok, puis une fois qu'ils sont, qu'ils sont saufs, quoi, qu'ils savent qu'ils n'auront pas à le faire, ils se disent, ce que j'ai dit, je le pensais, et l'autre dit, ouais, moi aussi, et puis ils se prennent dans les bras. Voilà. Quelle relation chaude. Ouais, mais très, très franche. Oui, très franche et honnête. De ce côté-là, oui. Alors, à la fin, dans les derniers épisodes, Oswald, qui est une ordure du début à la fin, qui est vraiment une saloperie, va vers une sorte de rédemption à un moment donné, puisqu'il finit par aider Jack et les autres, et puis même il se suicide en se faisant exploser, en tuant la méchante, la chef des méchants, et en détruisant une partie... des locaux où il y a le CIF shanghaïen de Shanghai. Je sais pas comment on dit. Je sais pas non plus. Les gens Shanghaïotes. J'en sais rien. Shanghaïois. Bref, les gens de Shanghai, donc le CIF de Shanghai. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment eu peur qu'ils nous présentent ça en mode rédemption, un peu comme ils ont fait avec Owen finalement dans la saison 2. Ils l'ont fait un petit peu, mais ça a été désamorcé par Jack en lui disant que ses bonnes actions, le fait qu'il l'aide maintenant, c'est parce qu'il voulait, il avait bien compris qu'il voulait crever, qu'il voulait ne plus penser à tout ce qu'il avait fait. Non, mais au-delà de ça, au moment de mourir, il dit qu'il s'en fout de mourir, qu'il va aller en enfer parce que c'est en enfer que vont toutes les petites filles et qu'il va pouvoir leur courir après. Ah bah là, oui, là, et il finit par dire, alors je sais plus comment elle s'appelle la gamine. Oui, celle-là, la vache. Je sais plus, mais il la renomme là-dedans et c'était horrible ce passage-là. J'ai oublié son nom. Mettons qu'elle s'appelle Julie, elle s'appelle pas Julie, mais mettons qu'elle s'appelle Julie. Caroline. Et il dit, Carole, je crois que c'est Carole. Bon bref. Non, on va dire Carole, allez. Et il dit, c'est là que vont toutes les petites filles qui courent pas assez vite. T'aurais dû courir plus vite, Carole, parce que il y a tout un truc au début où il a expliqué pendant son procès, en gros, quand on lui a demandé alors on voit pas le procès, puisque ça commence au moment de son exécution, mais on apprend que pendant le procès, quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire sur ce qu'il avait fait, donc c'est-à-dire qu'il a coursé cette gamine, il l'a violée puis tuée ou tuée puis violée, je sais plus dans quel ordre, on s'en fout, on s'en fout, c'est horrible pareil quoi. Et quand on lui dit vous en avez pensé quoi, en gros il a répondu elle avait qu'à courir plus vite. Et là il finit sur ça aussi, t'avais qu'à courir plus vite. Oui. Et du coup je me suis dit putain ça va, ils ont pas fait une espèce de rédemption sur le pédophile ignoble là. Non, il est horrible du début à la fin.
Ouais, donc ça va. Non, ça non, m'a un peu c'était, mais ça voilà. m'a rassuré Juste parce un que rappel que cette personne est un monstre. Oh, parce putain. que des fois t'as des séries ou des films où la rédemption du méchant elle est parfois limite. Hein. Bon voilà. Et donc je me suis demandé, est-ce que vous avez cru à une espèce de rédemption à un moment de ce personnage? Non. Est-ce que vous avez eu une sorte de finalement il est pas si mauvais que ça ou, Non, je ça sais pas, non. d'empathie Ça ou c'est de- bon, je l'ai à aucun moment ressenti. Non, moi j'ai eu comme toi, j'ai eu peur que la série offre une espèce de rédemption et au final, bah non, c'est un monstre. Non, j'ai donné tous mes bons points à Owen. Il n'y en avait plus pour Oswald. Je pense au moment par exemple où il est dans la cuisine chez Gwen alors qu'ils sont en train de chercher le père de Gwen et qu'il est en mode je suis la personne la plus recherchée du pays mais il s'en fout. Oui, il est vexé. Ouais, Il aime bien parce qu'il a été mis beaucoup ça. sur le devant de la scène en étant le rescapé machin. Il y a plein de gens qui l'adorent du coup. Et ouais, au final. Et il aime oui, ça, non, lui. voilà. Là où j'avais un problème, c'est que donc cette personne est une sombre merde, mais Rhys n'a pas l'occasion de le battre assez pour qu'il devienne une catégorie 1. Oui, en même temps, C'est-à-dire qu'il y a Gwen qui lui met 2 coups de poil parce qu'il a pris la petite dans ses bras. Ouais. Et j'ai bien aimé le sang-froid parce que il prend la gamine dans les bras, Gwen prend la gamine, la donne à Rhys, demande à Rhys de sortir avec la gamine et bam, 2 coups de poil dans la tronche. les poils, ça reste les meilleures armes contendantes au monde. Hein. Et après, Gwen veut laisser Oswald avec Rhys. Non, en fait, c'est. Non, elle veut laisser Oswald et Rhys dit je vais le garder. Et là, Oswald dit votre mari vous a piégé parce que vous savez que si vous me laissez seul avec lui, il va faire de moi une catégorie 1 et qu'est-ce que ça va faire de lui? Exactement. Merci. Un dernier point sur la fin, Pomme. Oui, absolument. Alors à la fin, il y a la résurrection de Rex, on en a parlé, où ils sont là, what? Et est-ce que vous pensez, alors j'ai un avis sur la question, est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, ils se sont laissés une porte ouverte pour un spin-off? Bah oui. Alors, j'ai au-delà d'un avis sur la question. T'as une info. Alors attends, d'abord je propose qu'on donne nos avis. Et après, je vous donne l'info plus tard, quand on sera voilà. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que non, qu'il y avait pas de, que c'était un clin d'œil, mais voilà, que ça s'arrêtait là, quoi. Je sais pas. Grand poil. Ouais, non, mais pour moi c'était clairement dans le but de faire la suite la saison suivante en gardant la même équipe, quoi. J'y voyais pas un spin-off, mais plutôt une suite, hein, ou une ouverture sur la suite. Oui, oui, spin-off, non, alors, j'ai mal, tu as raison, j'aurais pas dû employer ce terme, parce qu'après je suis partie sur le fait que c'était un spin-off de Doctor Who, et que pour moi, déjà depuis la saison dernière, ce n'est plus un spin-off de Doctor Who. Non, je pensais, oui, à une suite, pardon. Oui. C'est du Buffy contre les vampires, je vous le dis depuis le début. Donc pour toi, oui, c'était une ouverture sur la saison 5. Ah oui, complètement. Ah bah oui, juste, franchement, finir là-dessus, tu fais, mais on veut savoir. Enfin, moi, tu vois, je suis dégoûté de pas avoir l'info. Ah ouais, moi je m'en fous. Pour moi, pareil, c'était une ouverture pour la saison 5 aussi. Et j'ai vu qu'il y avait une histoire de saison audio pour la saison 5. Je ne sais pas où ça en a été au final. Ça doit être chez Big Finish. Mais à la fin de la diffusion, donc on fait un petit aparté info en plus. À la fin de la diffusion australienne, un texte est apparu à l'écran et c'était écrit Jack will be back in January 2012. T'as les mecs, ils avaient annoncé une date et tout, quoi. Eh oui. Bon, ça se fera pas. C'est jamais arrivé. Donc c'est chaud. Mais attends, cette saison elle date de 2011. Oui. Donc au moment où ils ont affiché ça, c'était 3 mois plus tard que c'était censé sortir la saison 5. Écoute, en tout cas, ils étaient chauds de la kick. Ouais, mais c'est vraiment bizarre dans un truc, ou alors ils ont tourné des choses qui ont pas... Finalement, ça a peut-être pas abouti, ouais. Peut-être. Ou alors ils parlaient de la saison 1 de Arrow. Je sais pas. Pas du tout sorti en 2012. Alors à ce moment-là, c'est pas Jack, c'est John. Oui, c'est ça. Mais Jack, c'est un diminutif de John. Non, c'est Jake. C'est Jake, le diminutif de John. Non, Jack aussi, ça passe. Ah ouais? Ouais, mais c'est chelou leur diminutif. Il y a autant de lettres, il y a autant de syllabes. Robert, Bob. Bon, j'ai un mais point Robert Star et Wars. Bob, ok, John et Jake, pardon, quoi. Tu as le point Star Wars. J'ai le point Star Wars. Mais oui,
Parce que dans Star Wars, ce qui me saoule, c'est que tout tourne autour des Skywalker tout le temps. Je parle des films. Et encore, même The Mandalorian, on y revient aussi. Et ça me saoule, parce que c'est une galaxie lointaine, très lointaine, et je pense qu'elle fait plus que mon 50 mètres carrés, quoi. À un moment, tu peux tomber sur une autre famille qui traîne. Alors que chez moi, tu tombes que sur chez moi. Bref, là, ils sont tombés là-dedans, c'est-à-dire que, ça tourne encore autour de Jack. Je veux dire, le miracle, c'est du Jack. Ouais. Les 4, 5, 6, c'est du Jack. À un moment, la saison 2, c'est autour de Jack. Le problème, c'est que la saison 4 est autour de Jack, et en plus, c'est vraiment au chausse-pied. Enfin, c'est forcé que ça soit autour de Jack. C'est pas... C'est ce que j'ai expliqué au début, c'est cette impression de on est dans une série américaine et puis tout d'un coup bam, il y a Jack. Alors on fait du Torchwood, Jack. Et puis on finit sur un truc un peu Jack mais pas trop, et puis bim, on retrouve sur Rex qui a le sang de Jack et qui du coup ressuscite. C'est l'American Jack. C'est l'Union Jack. Et c'est du ça y va au burin, quoi. Il le force, hein, le Jack à ce moment-là en plus. Ah bah oui. Donc on dirait pareil, tu vois, il y avait 2 mémos sur le scénar, il y avait du cul et il y avait Jack. Alors comme les 2 mémos se chevauchaient, ils ont fait du cul avec Jack. Non mais voilà, je trouve que c'est dommage que le problème et la solution ce soit Jack. Ça aurait été intéressant que ce soit autre chose. Mais bon, il aurait fallu imaginer des trucs, quoi. Mais c'est ça. Et moi, ça fait partie des aspects qui me font dire qu'on est... Finalement, on n'est plus trop dans un spin-off de Doctor Who, parce que... Pareil, il y a 2-3 références au Docteur, mais putain, ils y vont. C'était le 3e post-it, là. Vous avez oublié de placer le Docteur dans 3 phrases. Franchement, ces phrases-là, ça serait pareil. Et pour moi, spin-off de Doctor Who, tu ouvres sur autre chose que la gueule de Jack. Jack peut être là, il doit être là, mais c'est pas obligé lui le centre de l'histoire. On est d'accord, voilà, c'était ce que je considérais comme être le syndrome Skywalker, voilà. Quand t'as écrit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Jack Skywalker, quoi? C'est quoi encore cette affaire? Je me suis même demandé si c'était pas 2 phrases différentes qui étaient pas en lien, tu vois, et que j'avais pas compris. Eh ben, je t'avais promis que je t'expliquerais, voilà. Très bien, nickel. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de points, en fait, que j'aurais dû mettre dans ce truc et qui me reviennent que maintenant, mais bon. Ah, attends, on est déjà à 1h30 d'émission. Je pense qu'on a fait déjà bien le tour. Ouais, par contre, moi, j'invite nos auditeurs à nous faire remonter les points s'ils veulent. S'il y a des points qui les ont comme ça fait réfléchir et tout, s'ils veulent en discuter, faut pas hésiter. Venez sur le Discord, on en parle. Le Discord du label. Là, il y a vraiment masse de sujets à développer, donc venez en papoter avec nous, quoi. Ouais, il y a de plus en plus de monde, donc c'est de plus en plus intéressant de discuter des différents épisodes. Venez. Yes. Venez, on parle. Viens, on parle. Alors, si tout le monde a donné ses petits points de discussion sur les avis, tout ça, on va pouvoir passer au prochain segment qui est les moments choisis par l'équipe. Chacun nous en propose un marquant en bien ou en mal. Un peu comme dans la saison 3, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui tournent autour des décès. Zu commence. C'est moi qui commence ? Ok. Vas-y. Et moi je parle pas de décès, moi je parle de bouffe. Oui. T'as dans l'épisode 3 ou 4 une scène où Gwen est partie faire des courses. Et en fait, elle s'extasie sur le fait que les Américains ne parlent pas anglais, ils parlent américain. Et donc, t'as Esther qui lui fait les traductions de toutes les choses qui sont pas pareilles. Donc, les frites ou les chips. Non, oui. Ouais, oui, mais alors une frite. Mais c'est les frites. Alors, une chips en anglais, c'est en américain, c'est crisp, et en anglais, c'est. Non, voilà, tu vois. Il y a les crisp et il y a les chips. Voilà, ça, c'est les chips. Et c'est les frites. Non, c'est les chips. Ah, d'accord. C'est les chips américaines, c'est les chips. Voilà. T'as le pétrole et le gaz, les mobiles et les cell phones, ils utilisent... en fait, on pourrait faire pareil avec le français et le québécois, ou le français et le belge. Ouais, ça, toutes les langues qui se sont éloignées l'une de l'autre. Mais c'est vrai que c'est marrant cette scène. Et surtout que ça se conclut par
par elle qui s'ouvre une canette de lemonade, donc de limonade. Donc elle, c'est Gwen. En Angleterre, la lemonade, c'est quelque chose de gazeux. Et aux US, c'est du jus de citron. C'est du jus de citron à peu près quasiment sucré, un peu sucré, je crois. Voilà. En fait, c'est de la citronnade. C'est de la citronnade, oui, aux US. Ouais. Ouais, alors que la limonade en Angleterre, c'est comme la limonade en France. C'est ça. Bah, moi, c'est le genre de truc qui me fait rire. Non, si, il y a 2-3 trucs comme ça où c'était marrant. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le fait que Gwen était une connasse pendant toute cette saison. Si. En fait, une grosse bourrine de galloise. C'est souvent comme ça qu'elle est vue par les autres. On fera un sondage, Rex est-il un con? Et on fera un sondage, Gwen est-elle une connasse? Le moment suivant, c'est le mien. Moi, c'était la mort de Vera. J'ai chialé. Déjà, je voulais pas y croire. Et puis, je l'ai pas vu venir. Elle avait vraiment, elle prenait de l'importance au fur et à mesure. Elle avait un rôle. Elle était à fond. Elle était vraiment au cœur de l'action, au cœur des sujets de la saison. Et là, elle se fait gauler. Elle se fait tirer dessus et carboniser dans le camp. J'étais là. Mais non, pas Vera. Je crois qu'on appelle ça une Game of Thrones désormais dans le milieu. C'est ça, c'est la mort qui vraiment te prend par surprise, parce que tu dis c'est un personnage principal de la saison, et là, il reste encore, combien, je sais plus, 3-4 épisodes à ce moment-là, et... Ouais, c'est au milieu de la saison. Disparition. Tu l'as vu, tu as plus vu. J'étais vraiment très triste, j'ai beaucoup rire. Moi, c'est... La mort de Vera, je m'en souvenais. Je me souviens que la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un frisson de « Ah non !» Je l'ai même dit à voix haute, je me souviens avoir dit à voix haute « Non !» Enfin, mais je m'en souvenais. Alors que la mort d'Esther... Alors là, en plus que je regardais que d'un œil, sur le coup, j'ai même pas compris pourquoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter. Gwen, elle est sur le point de tuer Jack pour inverser les polarités là, et faire que les morts meurent et puis que les vivants vivent. Son sang magnétique. Voilà. Donc ça, c'est à Shanghai et à Buenos Aires. Parce que du coup, elle est à Buenos Aires, elle, Esther. Oui. Non ? Oui, elle est à Buenos Aires avec Rex. Ouais, elle est à Buenos Aires avec Rex. Buenos Aires avec Rex. Et le gars, et le chef de famille qui est là-bas, sort son arme et bim, tire dans Esther. D'un coup. Dans la gorge. Dans la poitrine. Non, dans la poitrine. Enfin, c'est la poitrine, oui, c'est vrai. Mais je l'ai tellement pas vu venir. Je vous envoyais un non. Là, je me suis mise à pleurer et tout. Parce qu'en plus, c'est un peu triste parce que Gwen, elle parle de la mort de son père et tout. Donc bon, voilà. Et en fait, le gars fait ça dans l'espoir de les convaincre que de pas inverser la polarité, parce que du coup Esther va mourir. C'est ça, les gens auxquels ils tiennent, ils vont crever. Et surtout que du coup Gwen, c'est Gwen, donc elle dit tant pis, arrivera ce qui arrivera, donc elle fait ce qu'elle a à faire. Et donc t'as toute une scène où t'as Rex qui tombe, parce qu'il est quand même salement amoché depuis le début, t'as Esther qui tombe dans les vapes, et puis tu les vois les deux sur des brancards en train d'essayer d'être réanimés, et tu sais pas, enfin tu te dis ils sont morts les deux, et c'est que la scène d'après où t'as Gwen, Jack, en fait tu les vois, tu vois Rhys, Gwen, Jack, en fait tu vois qu'ils sont dans une messe, tu te doutes que c'est un enterrement, et puis bim, et là tu vois Rex, et tu comprends, et là tu vois, on voit la photo. Sur le cercueil, la photo d'Esther. Oh putain, mais Esther quoi, merde. Oui, elle était pipou. Putain, ça fait presque gratos, quoi. Bah, elle a pas signé pour la saison 5. Entre ça et le fait que j'ai cru que Oswald allait avoir une rédemption, sur le coup, j'aimais pas trop la fin. Tu m'étonnes. Voilà. Non, la mort d'Esther, dure. Ouais, dur. Je comprends, c'était un moment difficile. Après, c'était pareil, c'était justifié pour essayer de les convaincre, mais ça reste... Tu sens l'injustice, quoi. Tu dis, putain, ils sont à la fin, ils sont au bout, et encore une fois, il faut crever un perso, quoi. Mais il lâche rien jusqu'au bout. Ah, c'est ça, là, il moissonne. Jusqu'au bout. En tout cas, mon moment marquant, il était un peu avant. Il était pas en bien, il était un peu en mal. C'était... on nous révélait ce qu'était la bénédiction. Ouais, ça, j'avoue. Et donc... on en a un peu parlé pendant tout l'épisode, mais au final, même si j'ai regardé cette saison, je vous l'avoue, comme vu un petit aussi, je l'ai vu un peu en accéléré que ça, j'ai sauté des trucs, mais j'ai pas capté c'est quoi ce silon interfécier. Alors, what the fuck. j'ai vu toute la saison et je n'ai rien compris à l'explication de fin. Pourquoi ça traverse alors pourquoi c'est le vide entre les deux parois qu'on voit en face,
Mais du coup, quand ils arrivent et qu'ils regardent vers le bas et que je sais plus qui demande jusqu'où ça va et ça dit ça va jusqu'en bas. Ça va de l'autre côté, mais et le noyau terrestre, non mais t'inquiète. Oh, Genre, la chose en soi, on nous explique que c'est le trou entre les deux plaques qu'on voit en soi, mais le tunnel que t'as là où ils sont, qui va jusqu'au l'autre bout de la Terre, what the fuck, et pourquoi ça s'arrête à la croûte ou je sais pas quoi. Point Doctor Who. Point Doctor Who, ils expliquent que bug. c'est à cause du vaisseau, du vaisseau de l'araignée au plein centre de la Terre, là, en plus, à ce moment-là. Mais qui a creusé quoi et où et comment et pourquoi il n'y a pas une petite gamine avec des cheveux rasés et en robe de chambre, en robe d'hôpital qui déchaîne son truc pour refermer le truc derrière? Non, parce que... Ça fait référence à quoi, ça? J'ai trop regardé Stranger Things. Mais non, mais là, il nous parle des arachnides... Comment ils s'appelaient? Des Rachnos. Des Rachnos, avec la reine des Rachnos qui a son vaisseau au milieu de la Terre, et que apparemment c'est à cause de ça qu'il y aurait ce truc-là, et que pourquoi pas. Moi, en tout cas, avec les questions de morph machin autour de la Terre, de champ machin, enfin vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir la chanson des inconnus et vice versa quoi. Sur certaines Moi, ça phrases, fait vraiment partie des moments où, en fait, par rapport à toute cette saison, j'en ai rien à taper de l'explication finale. Oui. Autant toutes les questions qu'on a développées étaient intéressantes, le pourquoi, mais rien à foutre, et donc à tel point que je m'en souviens pas alors que je l'ai vu il y a 2 heures, et que Zul a réexpliqué au début de cet épisode et je m'en souviens déjà plus, tellement je m'en fous. Et en fait, ça change rien à tout l'épisode d'avoir une explication. Ils auraient dit ça, ils auraient dit autre chose, ils auraient limite pas donné d'explication. Bah ça change rien à l'histoire. Oui. On dirait Stephen King un peu. Le gars s'en tape de ses fins. Il y a une ressemblance. La majorité du temps pourri. C'est vraiment ça. La fin, il s'en fout. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est tout le reste. Et ça fait un peu ça. Ou, comme je disais tout à l'heure, ça fait raccrochage à Doctor Who forcé. Oui, c'est ça, avec un petit name drop de Rachnos. Mais je te rejoins, Nimp. Moi, cette fin, alors que l'histoire n'a rien à voir, mais je sais pas, est-ce que vous connaissez le comics, enfin la BD, je sais pas dans quoi le classifier, Y, le dernier homme? Non. Oui, tout à fait. C'est extrêmement bien. C'est très bien. C'est en 10 tomes. C'est, pour faire très très rapide, un jour, tous les êtres vivants portant un chromosome Y meurent, en même temps, au même moment, sauf un homme et son singe. Et puis, tous les êtres vivants ayant 2 chromosomes X, enfin n'ayant pas de chromosome Y, restent en vie. Et si je me souviens bien, en plus, l'explication de pourquoi c'est lui, elle est ridicule, elle est géniale, tellement c'est ridicule. Mais je vais pas la dire, faut pas la dire. Mais si je m'en souviens bien... Mais c'est surtout que donc t'as tout un truc. Vraiment, si vous avez l'occasion, lisez ce comics, c'est vraiment très très bien. Et donc t'as toute l'explication de. T'as 2 trucs, c'est d'un côté la réorganisation de la société dans tous les pays, sans les hommes, donc sans la moitié de l'humanité, et puis la moitié de l'humanité qui est morte sur place, donc les embouteillages, les machins, bon voilà. Et de l'autre côté, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben. J'ai adoré cette BD, hein. Je ne me souviens pas du tout de l'explication. Mais je m'en souvenais pas en ayant fermé la BD. Tellement, finalement, le pourquoi, je m'en tape. C'était tout le reste qui était vachement bien. Et là, ça me fait un peu penser à ça. Le pourquoi, on en a rien à foutre. Enfin, moi, perso, rien à taper. Lisez Y, le dernier homme. Vraiment. C'est noté. Je le rajoute dans ma pile à lire. Puisque Audrey n'est pas là et du coup qu'elle peut pas donner son point important, est-ce que toi t'en avais un deuxième? Tu veux nous le donner? Bah écoute, bon bah ok. Puisque vous insistez... Bah non, mais il est bien. Deuxième point important. Allez, puisque vous insistez et qu'il n'est pas du tout écrit dans le conducteur et surligné, alors j'y vais. Bah, moi, une des scènes que je retiens de cette saison et dont je me souvenais et que j'attendais avec impatience, c'est une scène où Jack se fait empoisonner à l'arsenic dans un avion et que Gwen démonte littéralement l'avion pour faire un contrepoison, ce qui m'a un peu rappelé la scène dans Unicorn and the Wasp où le docteur mime des trucs à Donna pour qu'elle lui fasse un remède à l'arsenic. Et c'est totalement what the fuck. Ouais, il y avait ça, et aussi ça m'a rappelé un peu Apollo 13, le moment où ils doivent réussir à faire des filtres avec tout ce qu'ils ont à disposition dans la station spatiale, enfin dans la fusée. J'ai pas vu Apollo 13. Que quoi? Allez hop, rajoute. Alors, Dune, Apollo 13, Friends,
Pourquoi quand j'entends arsenic, j'ai envie de dire un peu de sucre en poudre? Ah oui, bah ça. Mais totalement. Pour moi, l'arsenic, c'est un ingrédient de gâteau. On est d'accord. On est d'accord. Ah. Ah, rappelle-moi de plus avoir faim au moment du dessert le jour où on mange ensemble. Ok, bah on a fait le tour et on va pouvoir passer aux infos en plus, donc les détails que vous avez probablement ratés, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et là c'est Zu qui nous a fait des recherches. Comme d'habitude, Super Zu nous a travaillé, nous a mâché le travail. C'est notre historien. Et donc c'est moi qui les lis. Non, attends, tu rigoles ou quoi? Toi, t'as tout fait. Maintenant, on se partage le travail, nous, on le dit. Ah, allez-y. Alors, il y a quelques références aux précédentes saisons. On en a peut-être un peu parlé quand même à droite à gauche. Notamment dans l'épisode 1, Jack se fait passer pour un agent du FBI en s'appelant Owen Harper. Clin d'œil, clin d'œil. Et puis depuis les événements de la saison 3, il y a des lois 456 en place concernant les événements extraterrestres. Donc 456, pour rappel, c'était le nom donné aux extraterrestres de la saison 3, puisque c'était la fréquence sur laquelle ils discutaient avec les humains. Et c'est d'ailleurs grâce à cette référence 456 que Esther va réussir à débusquer Jack et les dernières informations qui n'ont pas été effacées par le virus. Oui, c'est vrai que c'est 456 et pas 456. C'est un peu comme les accords de Sokovie dans Marvel, quoi. C'est le truc qui est arrivé à un moment et depuis on nous le fout à toutes les sauces. Sinon, on a The Tristers Brigade qui semble être à l'origine de tout ce bazar. On en a parlé dans Turn Left. Souvenez-vous de Donna. C'est la même organisation qui avait mis le scarabée et fait tourner Donna à gauche, changeant ainsi l'histoire. À quel moment il parle du Trickster Brigade? Je me souviens pas du tout. C'est à la fin de l'épisode, le docteur explique que c'est The Trickster Brigade. Non, alors dans Donna, dans Turn Left, je me souviens. Ça, oui, c'est plutôt dans la saison là. C'est Jack qui dit ça dans le dernier épisode. Il y a soit c'est face à la famille en disant ah je vous ai reconnu le Trickster Brigade, soit c'est en épilogue où il dit que finalement c'était eux qui avaient fucked up l'histoire pour avoir de quoi se nourrir. Ensuite, on a quelques anecdotes sur l'épisode. À la base, ce projet a été proposé à la Fox qui avait produit le téléfilm du 8e Docteur il y a un bout de temps déjà, mais la sauce n'a pas pris. À la fin de l'épisode 2, t'as Gwen et Jack qui arrivent aux États-Unis et ils s'enfuient. Et donc il y a une petite scène de tatane dans un aéroport. Et en fait, John Barrowman a vraiment pété le nez de l'acteur dans cette scène. Il a été tellement comme un bourrin que voilà. D'ailleurs, effectivement, quand tu regardes l'épisode, bon après c'est du cinéma, donc il fout des bonnes mandales, mais tu sens qu'il a foutu une bonne mandale. Et pour finir, dans l'épisode 8, Esther, en cherchant les trois familles, fait référence à l'héritage Vivaldi, Vivaldi Inheritance, une affaire datant de 2004. Ça fait référence à la série Mine All Mine, écrite par Russell T. Davies en 2004, où un homme s'appelant Max Vivaldi revient à Swansea, petite ville au sud de l'Angleterre. Très bien, pour des histoires d'héritage. Et dans cette série, jouait Gareth David Lloyd dans le rôle d'un certain Ianto Jones. Oh, Ianto. Oui, Ianto. C'est un univers partagé en fait. C'est ça, ce mec n'a joué que des Ianto Jones dans sa carrière. Il me manque, Ianto. Mais oui, Ianto. Est-ce qu'il a rejoué dans des séries il n'y a pas longtemps? Non, ça fait un moment qu'on l'appelle. Je ne l'ai jamais remarqué en tout cas depuis. Et par contre, on en parlait de Big Finish, j'ai vu qu'il avait été recruté régulièrement pour reprendre son rôle de Ianto dans des histoires de Big Finish. Oui, dans des histoires de Torchwood. Mais ça, c'est la Pepperpot en parle beaucoup. Pepperpot Team en parle beaucoup et du fait que c'est hyper frustrant qu'il n'y ait pas de livret avec les Big Finish, justement pour pouvoir nous en tant que francophones suivre ça, parce que si pour le coup on n'est pas totalement bilingue, c'est difficile à suivre, alors que c'est des histoires qui sont pour un certain nombre très très bien écrites. Eh ben, je pense qu'on arrive au bout. Oui. Bah oui, et puis on a pas mal parlé. Et oui, on avait des choses à dire. Je pensais qu'on n'aurait rien à dire, et on était que 4. On est un peu l'équipe d'origine là, sans Audrey. C'est vrai. Audrey, tu nous manques. Tu nous manques, Audrey. C'est moins marrant quand même quand elle est pas là pour nous crier dessus.
Tu vois, on n'est pas là. On n'a pas entendu Chaussette. Elle n'est pas là, on est moins efficace. Bon, de toute façon, on la retrouve dans le prochain épisode. Et oui. Oh, je pense que le prochain, on aura du mal à ne pas l'avoir. Oui, je pense que c'est... Je crois qu'elle a dit que c'est elle qui faisait le résumé quand elle nous a rejoint au début de la saison 2. C'est ça. Ouais. Et quand on a dit qu'on faisait plus de résumé, elle a dit pour cet épisode-là, on fera un résumé quand même parce qu'il est hors de question de pas faire un résumé. Et donc, je suis là-dessus. Hein. De quoi on parle dans 2 semaines alors? Le premier de la saison 5. Attends. On rejoint enfin Matt Smith et Amy Pound. On arrive sur le docteur débraillé, quoi. Depuis le temps qu'on en entend parler. Moi, c'est ça qui est bien, c'est que comme je l'ai dit et redit et re-redit, la fin les épisodes spéciaux de la saison 4 me saoulent tellement que du coup, quand arrive le début de la saison 5, je suis trop contente. J'ai envie de manger du poisson pané avec de la crème anglaise. Juste. J'aimerais bien goûter. Non. J'aimerais bien goûter. Écoute, pourquoi pas. Moi, je pense que ça peut être bon, quoi. Écoute, bref. On va finir cet épisode avant de faire des petits vomitos partout. Hein. Ça, c'est pas très propre au micro. On va en profiter pour rappeler que Dr. Wood, pardon. Non, Dr. Watt. Dr. Watt. Ah oui, Dr. Dr. Watt. Dr. Wood. What? Wood. Torchwatt. Non, ça c'est moins classe. Ça marche moins bien. Donc, on fait partie du label Podcut, un label qui nous aide, qui produit beaucoup de... On est combien maintenant? 24, 25? Je me souviens jamais du chiffre exact. 20, en tout cas, vous pouvez retrouver la liste de tous les podcasts sur podcut.studio. Il y a vraiment beaucoup de sujets différents, que ce soit de l'alcool, la culture générale, l'alcool encore... Des fictions, dont Pépite qui... alors attends, du coup, si on diffuse en septembre, ça sera fini il y a peu de temps. C'était le dernier épisode avec des invités très spéciaux, donc allez l'écouter. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter depuis le début. Il y a 10 épisodes, c'est ça? C'est ça. Et vous pourrez entendre tous les membres de l'équipe dans la série. Ouais. Donc, et pas dans le même épisode, donc du coup, vous devrez en écouter plusieurs. Retrouvez-les, ils sont cachés. Exactement. Donc écrit par Anouk et réalisé par Zu. Voilà. Et puis voilà, donc du coup, si vous voulez nous soutenir, nous aider à concrétiser plus de projets, avec, on espère, le retour au live, notamment en direct dans une salle avec du public, vous pouvez nous aider en donnant à patreon.com/podcut. Et vaccinez-vous aussi pour ça. Mais bon. Oui, vaccinez-vous qu'on puisse refaire des lives. Voilà. On aura quand même des jauges, hein. Écoutez, au moment où on enregistre, je suis à 5 heures après ma 2e dose et tout va bien. Et au moment où on enregistre, les jauges ont sauté. C'est vrai. Enfin bon, on a fait le tour et il nous reste à vous dire à dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours, des bisous, bye bye, poutou poutou.